Bonsoir à toutes et à tous, on a galéré avec les sources audio, mais tout va bien, et nous sommes là pour Grand Prix, j'espère que ça va et que vous avez passé un joli mardi. Grand Prix, c'est votre émission évidemment 100% Formule 1 avec l'équipe de Next Gen Auto, et vous voyez qu'on a une belle équipe qui est là ce soir. On va évidemment vous parler du Grand Prix de Mexico, le Grand Prix de la ville de Mexico, qui a été remporté ce dimanche par Max Verstappen, et on vous parlera aussi au fur et à mesure de l'émission bien sûr du Grand Prix de Sao Paulo. C'est pas le Grand Prix du Brésil ce week-end, c'est le Grand Prix de Sao Paulo. Faut s'habituer aux toutes nouvelles dénominations. Le Grand Prix de Sao Paulo qui sera donc disputé à Interlagos. Ça, on ne change pas le circuit, tout va bien. Ce sera tout à fait pareil que d'habitude. Manu est avec nous, comment ça va ? Ça va très bien, salut à toi et salut à tous. Effectivement, on a de nouveau en plein milieu d'un triplé de course, donc beaucoup de choses à dire. Et puis, mine de rien, la saison qui commence à se décanter petit à petit. Là, après, de là à dire qu'on arrive vers un dénouement qu'on pourrait prévoir, c'est encore un peu tôt, mais les choses se mettent en place. Alors, je tiens à vous le préciser, chers amis, rassurez-vous, Manu n'est pas envoyé spécial à Pékin ou quoi que ce soit. Manu a eu un petit problème d'ordinateur, voilà, il est sur une bécane un petit peu moins puissante. Donc c'est pour ça que vous avez la parole 2 secondes et demie avant que les lèvres ne bougent, mais tout va bien. Navré. Voilà, ça ne vous empêchera pas évidemment de profiter de ça. Peut-être que certains, en fait, on va voir le nombre de joueurs qui vont faire ça, ils vont attendre le podcast. Voilà, ils vont juste écouter le podcast en audio, comme ça il n'y aura pas de soucis. Franck aussi qui est avec nous, bien évidemment, comment ça va ? Écoutez, ça va très bien, chères Françaises, chers Français, l'heure est grave en Formule 1, on va en discuter ce soir, mais j'ai peur, voilà, j'ai peur. Nous sommes en guerre. La France a peur, mesdames et messieurs. Et puis Paul, qu'on retrouve toujours avec grand plaisir. Comment vas-tu, Paul ? Salut les gars, salut à tous. Ça va très bien, merci. Hâte de parler de ce qui s'est passé ce week-end. Et puis déjà hâte d'être au prochain Grand Prix. Là, c'est vrai, comme vous l'avez dit, le Money Time approche. Donc on commence à avoir peu à peu des enseignements qui arrivent. Donc hâte d'en discuter. Ça fait 3 mois et demi qu'on vous dit que le Money Time approche, mais cette fois-ci, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est important. C'est-à-dire que depuis il y a 3 mois et demi, on nous disait allez, écoutez, on est presque à mi-saison, voilà, on fait ce qu'on peut. Alors qu'on va, mon cher Adrien, on va vite virer, évidemment, ces gens très sympathiques. C'est bien. On salue l'automode dans le chat qui vous empêche de voir des messages absolument affreux, mesdames et messieurs, mais tout va bien. On va évidemment parler, donc, bien sûr, du Grand Prix de Mexico, avec la victoire de Max Verstappen. Victoire qui a été absolument nette et sans bavure dans cette 18e manche de la saison. Ça s'approche de la fin, il en reste 4 maintenant. Allez, plus que 4. On est bientôt dans la vingtaine. C'est déjà bien. Voilà, on va commencer à être proche du but. Et maintenant, Max Verstappen qui dispose de 19 points d'avance sur Lewis Hamilton qui est terminé en 2e position de ce Grand Prix. Hamilton termine là où il a commencé, mais Verstappen, le problème, c'est qu'il termine 2 places plus haut que là où il a démarré. C'est un petit peu le souci pour Hamilton. Franck, une course de Verstappen qui a été absolument parfaite. Écoutez, ouais, c'est ce que je disais, c'est que là, on est parti sur un tambour battant de Verstappen, je pense, depuis Austin. Je n'ai pas trop compris, effectivement, pourquoi Mercedes a fait ce départ-là, mais je pense qu'on en reparlera. Mais Max, effectivement, a été éblouissant. Il y a, ce week-end du Grand Prix du Mexique a encore été extrêmement surprenant, avec début pour Mercedes, ensuite Red Bull qui reprend la main, Red Bull qui est toujours devant jusqu'en Q2, en Q3, Mercedes sort du bois. Au départ, c'est de nouveau Red Bull. Enfin, je veux dire, ça n'arrête même pas de changer d'un week-end à l'autre, ça n'arrête pas de changer d'une séance à l'autre. Donc, pour nous, c'était magnifique à voir. Mais effectivement, la domination de Red Bull pendant la course a été nette et sans bavure, puisque même Sergio Pérez a mis la pression à Lewis Hamilton tout au long de la fin de la course. Donc voilà, rien à dire sur la qualité de la Red Bull en course ce week-end au Mexique. Et voilà, pour moi, c'est effectivement le point qui est en train de me dire que je pense qu'on est en train d'avoir un petit peu la bascule qu'on attendait à un moment ou à un autre en faveur d'une équipe, et l'équipe, ça sera à mon avis Red Bull. Maintenant, je suis toujours prêt à avoir plein de surprises, à attendre qu'on me démente et que la course au championnat soit serrée jusqu'à la fin. Mais voilà, j'ai quand même, si je devais mettre une pièce aujourd'hui sur un titre, je mettrais quand même plutôt sur Max Verstappen. Qui a fait vraiment une course en plus parfaite. Je veux dire, il n'a pas craqué du tout, il a su profiter de l'erreur des Mercedes au départ, et on l'a pas revu, quoi. Il finit avec quasiment 17 secondes d'avance, donc ça voulait vraiment tout dire des qualités de la Red Bull et de Max Verstappen ce week-end. Et Paul, est-ce qu'on n'a pas l'impression, parce que je rebondis sur ce que Franck dit, effectivement, la bascule qui vient peut-être d'être opérée, est-ce qu'on n'a pas aussi cette impression vis-à-vis de ce qu'a dit Lewis Hamilton tout le week-end ? Enfin, pas tout le week-end, je parle principalement de dimanche, c'est-à-dire que les déclarations à la radio, il semblait complètement résigné à dire que de toute façon, on avait l'impression que lui avait une GP2 et les autres avaient des Formule 1, pour reprendre les expressions de certains bons pilotes. Et surtout après, parce qu'il y a eu la déclaration vis-à-vis de Perez, il y a la déclaration vis-à-vis de Valtteri Bottas, enfin,
il a passé son lundi à faire des excuses publiques à tout le monde sur Instagram, c'était assez terrible. Est-ce qu'on n'a pas cette impression justement que même lui sent le vent tourner? Ah bah 100% d'accord, hein. Tu parlais de bascule, Franck, c'est tout à fait ça. C'était criant, je trouve, à l'arrivée. Hamilton, il avait l'air presque complètement abattu, quoi. Résigné, en effet, parce que je pense qu'il a fait une super course, encore une fois, et qu'il était même choqué en pleine course quand on lui disait qu'à un moment donné, il tournait 6 dixièmes au tour moins vite. Il en revenait pas, quoi. Il y avait un écart abyssal entre sa Mercedes et la Red Bull. Et en effet, il y a un petit matelas quand même de 19 points d'avance. Donc, on n'est pas encore au Joker qui permet à Verstappen d'avoir un abandon pour rester en tête, mais on s'en rapproche. Et pour revenir à la course, en fait, tout était presque réglé au départ. Moi, la sensation que j'ai, c'est que même si Hamilton avait passé le premier tour en tête et Verstappen deuxième, Verstappen aurait gagné quand même. Un peu comme ce qu'on a vu à Austin, il y avait tellement plus de rythme dans la Red Bull que les cartes étaient dans leurs mains. Le fait d'avoir plus de rythme, ça leur aurait permis de faire soit l'undercut, soit l'overcut. Et quoi qu'il arrive, on a la sensation, même si c'était difficile de dépasser en piste, que Verstappen avait tellement de rythme qu'il avait les cartes en main. Et bon, le fait qu'il prenne la tête dès le premier virage, la messe était dite, quoi. Il est parti pour un cavalier seul. Il a absolument jamais été en danger de la course. Je pense même qu'il aurait pu creuser l'écart, mais il n'en avait même pas besoin, quoi. Il avait tellement de marge. C'était une de ses victoires les plus contrôlées de la saison, peut-être avec Zandvoort. Et j'en oublie peut-être d'autres, la saison est tellement longue, mais ça a paru presque facile, quoi. On est d'accord avec ça, Manu. C'est vrai que oui, voilà, il a été. Enfin, c'était une de ses courses coup de la portière qui était assez impressionnante. Ouais, totalement. Il a à aucun moment, en fait, c'est vraiment eu ce côté des qualifs un peu surprenant parce que on a vu une Red Bull qui allait vraiment pas bien en pneus soft et puis qui sur un tour était moins bonne que la Mercedes. Mais en fait, c'était juste. Alors, on a pensé au départ qu'on s'était fourvoyé en fait sur la hiérarchie des essais et puis finalement, on s'est rendu compte dès les premiers tours qu'en fait, c'était l'anomalie venait des qualifs en fait. Et une fois que la course était lancée, il a été très clair que de toute façon, Hamilton allait juste devoir limiter la casse et empêcher que Perez remonte et que, en gros, empêcher le doublé de Red Bull qui à un moment de la course était vraiment, on sentait que ça allait arriver, quoi. Donc là-dessus, ça a été bien joué de la part de Hamilton parce que mine de rien, il sauve des points importants pour lui et puis Bottas il en sauve un de plus en prenant le meilleur tour en course en fin de course. Donc pour le championnat, je dirais qu'ils ont fait le maximum et franchement, ça s'est pas trop mal goupillé pour eux. Au constructeur, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, Red Bull revient à un point. Mais effectivement, là, le doublé de course Austin-Mexico est assez inquiétant pour Mercedes parce que c'est deux circuits en tout cas, à Mexico, on attendait bien les Red Bull. Austin, on attendait plus Mercedes. Et en fait, on voit que dans les deux cas, Mercedes avait le contrôle. Il y a eu un relais à Austin où Hamilton était meilleur que Verstappen. Mais sinon, globalement, sur l'ensemble des deux courses, il n'y a vraiment pas photo. Et c'est vrai que, comme Franck, un petit peu, je vois ce côté de bascule qui arrive. Et on voit que le moment qu'on attendait un peu, cette espèce de ce qu'on appelle un peu le money time dans les sports US, c'est le moment où tout se joue. Et il tourne en faveur pour l'instant de Verstappen. Alors après, il reste des courses compliquées au calendrier. Mais si on devait prendre maintenant la dynamique dans laquelle on est, effectivement, avantage Verstappen. Ouais, c'est effectivement ça. Alors, Louis nous le dit très justement dans le chat qu'avant Silverstone, Verstappen avait quand même 32 points d'avance et 2 Grands Prix suivants. Hamilton a repris la tête. Évidemment, après, Verstappen fait 0 points sur 2 Grands Prix. Rien ne dit que ça ne va pas arriver, mais ça semble quand même peu probable, même s'il ne faut jamais dire jamais en Formule 1. C'est vrai qu'on peut aussi être en droit de s'inquiéter en fait dans cette lutte pour le titre avec ce Grand Prix de Sao Paulo qui arrive, parce qu'on vous le rappelle, le Brésil, Red Bull y était impérial en 2018 et en 2019, avec une voiture qui n'était pas, à l'époque, si forte que ça. C'est-à-dire que les Mercedes étaient quand même un cran au-dessus, les Ferrari étaient aussi au-dessus au niveau de la lutte pour le titre. Donc, on peut se demander maintenant, voilà, si avec les soucis réglés chez Red Bull, on ne pourrait pas avoir une plus grosse domination encore. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ça se refasse comme en qualification à Mexico et que Mercedes se remette devant. On en parlera aussi tout à l'heure, mais vous avez aussi une qualification sprint ce week-end, donc ça pourrait venir redistribuer les cartes. Bon, faut quand même qu'on parle du départ, messieurs, parce que, Verstappen mène au premier virage, bravo à lui, c'est superbe. Il faut qu'on parle de Valtteri Bottas, parce que... Vous le savez, dans cette émission, on essaye de défendre le soldat Bottas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est allé... on a essayé de tout faire ce qui est possible. Donc, je vais voir s'il y a encore quelqu'un qui souhaite le défendre aujourd'hui. On rappelle ce qui s'est passé au départ. Valtteri Bottas s'est mis plutôt sur le milieu de la piste, essayé plutôt de défendre sur Hamilton. Verstappen est passé à l'extérieur, il a passé tout le monde. Et puis Bottas s'est fait envoyer en tête à queue par Ricciardo. Qui veut se lancer sur la défense de Valtteri Bottas, ou est-ce que ça va être un tirage sur l'ambulance en bonne et due forme?
Alors, moi, je ne vais pas forcément le défendre, mais peut-être lui donner une explication. C'est que je pense qu'il voit tout de suite que Lewis prend un départ légèrement meilleur que le sien. On en avait parlé sur Next Gen. Il y avait a priori une consigne qui était donnée avant course. Je pense que tout de suite, dans sa tête, il a dû se dire, bon, Lewis est à ma hauteur, je ne dois surtout pas le déranger. Et on voit, il freine beaucoup plus tôt au premier virage. Je pense qu'il est obsédé peut-être par le fait de laisser passer Lewis et de pas le gêner. Euh, et dans le même temps, il fait, alors je ne sais pas s'il le voit pas, mais il ouvre la porte en fait grand à Verstappen, il lui offre complètement l'aspiration, et au lieu de se mettre à l'extérieur pour essayer de le bloquer, c'est ça qui est à la rigueur incompréhensible, c'est qu'il reste en plein milieu de la piste. Moi, je pense qu'il s'est focus sur Hamilton pour essayer de le laisser passer au premier virage. Bon, c'est la seule explication que je vois au fait qu'il ait freiné aussitôt au premier virage, c'est qu'il voulait pas gêner son coéquipier, sûrement encore une fois une consigne d'avant-course. Mais en fait, en faisant ça, il a fait 100% le jeu de Verstappen. Donc voilà, c'est pas que je veux le défendre, mais je me dis, il a dû essayer de faire le jeu de Lewis au maximum en lui ouvrant au maximum l'intérieur. Mais en faisant ça, en fait, il a surtout aidé Max, quoi, malheureusement pour lui, Mercedes. Ouais. Je veux bien le défendre aussi. Je sais pas ce que Franck, si tu allais le défendre aussi. Vas-y, continue dans la défense, je rebondirai sur vous deux. En fait, j'allais le défendre parce que je pense que la situation de Bottas au départ était très inconfortable. Il fallait absolument qu'il évite d'accrocher Hamilton le plus possible. Et effectivement, je pense qu'il s'est dit qu'en prenant le milieu de la piste et en laissant Hamilton à l'intérieur, s'il freinait tôt, il allait plus gêner Verstappen. Et je crois qu'il n'avait pas prévu que Verstappen aurait à ce point-là un bon départ et prendrait à ce point-là aurait à ce point-là le temps en fait de remonter sur les Mercedes. Et je crois que quand ils se sont retrouvés de front tous les trois, je ne sais même pas si Bottas a vu qu'ils étaient de front. En fait, je pense qu'il était effectivement, comme tu dis, Paul, obsédé à l'idée de ne pas se louper avec Hamilton et de laisser passer Hamilton. Et en fait, il a juste oublié que de l'autre côté, c'était Verstappen, que Verstappen en plus avait pris un très bon départ et qu'effectivement, il avait la possibilité d'enrouler le virage pour ensuite être à l'intérieur au suivant. Et alors, c'est pas vraiment une défense parce qu'encore une fois, son départ a été très passif et c'est pas la première fois qu'il fait un truc un peu comme ça. Mais je pense que la situation était très inconfortable parce qu'en fait, il interfère dans une lutte pour le titre, et même si c'est son rôle, il a fait exactement ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire faire le jeu de son adversaire et donc de son équipier. Mais je pense que avant tout, en fait, j'ai tendance à penser que même s'il était resté à l'extérieur avec le départ qu'il prend, il n'aurait pas filé spécialement d'aspiration à son équipier et Verstappen serait quand même passé parce qu'il aurait donné l'aspiration à Verstappen qui aurait encore plus eu la capacité d'être au milieu de la piste et donc d'enrouler Hamilton au premier virage. Ouais, mais Donc, si Hamilton vient se coller à Bottas, il passe où Verstappen? Je suis pas sûr qu'ils aient la consigne tous les deux d'aller au milieu parce qu'en fait, si les deux vont au milieu, tu peux vite te retrouver avec un départ. Pour peu que Verstappen prenne un bon départ, tu peux vite faire un scénario à la Singapour 2017 en fait. Et je crois qu'il y a eu une consigne où en fait il y avait qu'un des deux pilotes qui pouvait bouger sur sa ligne et pas l'autre. Et alors après, pourquoi c'est Bottas, je sais pas, peut-être parce qu'il était en pôle. Mais je pense qu'il y a eu du vrai danger, une vraie peur d'accrochage chez Mercedes. Et le spectre un peu de ce qu'avait vécu Ferrari à Singapour en 2017, où pareil, Verstappen prend un très bon départ. Et en fait, les Ferrari agissent comme s'il n'était pas là et les trois s'accrochent. Donc je pense qu'il y a eu un peu de ça, à mon avis. Franck, alors, on va y aller. Il y a plusieurs choses dans ce départ. Déjà, tout le problème vient du fait que Hamilton arrive très rapidement ou à côté ou au niveau de l'aileron arrière de Bottas, donc il ne peut pas reprendre l'aspiration facilement derrière, sauf à lâcher l'accélérateur, et c'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas quand on est sur un départ en F1. Donc de ce côté-là, effectivement, les carottes étaient cuites. L'autre souci pour moi, c'est effectivement que Bottas effectivement, ne cherche pas à gêner Lewis, donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Il prolonge effectivement sa ligne au maximum, sauf que je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que Verstappen tape un freinage comme ça de l'enfer sur le premier virage qui passe quand même limite. Hein. Il est quand même limite de mettre les quatre overpistes, Verstappen. Il le passe limite ce premier virage. Mais voilà, à vouloir protéger Hamilton à l'intérieur et à vouloir ne pas vouloir gêner Verstappen à l'extérieur, du coup, il y a un souci sur le fait que, pour moi, Bottas, il n'a pas du tout joué son rôle comme il aurait dû le jouer, et je pense que c'est pour ça aussi que Toto Wolff a aussi été assez virulent, hein, pour une fois, en disant qu'il avait laissé une ligne de bus ouverte pour Max Verstappen. C'est que, pour moi, si un pilote doit protéger son leader, si vous voyez que votre leader il est déjà à votre portée, à votre côté, pardon, dès le départ, et que vous ne pouvez donc pas lui donner l'aspiration, vous devez aller gêner votre adversaire. Donc aller le gêner, ça peut se faire de deux façons. Soit de vous redécaler sur sa ligne, voilà, quitte effectivement peut-être au risque de lui donner l'aspiration, mais au moins vous le gênez, voilà, ou peut-être vous louvoyez un petit peu, dans les limites de ce qui est possible en Formule 1. Soit, je suis désolé, va au freinage le plus loin possible comme lui. Au pire, tu l'enroules, tu le
il l'envoie un petit peu hors piste. Hamilton, il est à l'intérieur, il est royal de ce côté-là, il pourrait prendre largement la tête, alors que les deux se gênaient au premier virage. Je veux dire, il y avait deux tactiques possibles pour Bottas et aucune des deux n'a été appliquée. Et moi, c'est là où je ne comprends pas ce début de course de Bottas. Je veux bien le défendre sur le fait que, voilà, effectivement, les départs sont ce qu'ils sont sur le temps de réaction, sur le patinage ou pas. Et du coup, il se retrouve à la fois à la portée de Verstappen et à la portée de Lewis. Mais il doit choisir une stratégie. Et la stratégie, pour moi, elle était claire, c'était d'aller chercher le freinage à Max Verstappen pour le gêner au maximum, quoi. Un peu à la manière de ce qu'a fait Verstappen, de ce qu'a fait par contre Hamilton à Monza. C'est vraiment aller gêner pour que les deux pilotes aient le plus à ralentir possible pour que Hamilton puisse enrouler tranquillement et passer, et quitte à ce que les deux perdent du temps. Voilà, ça aurait pas été anti-sportif, même si c'est vraiment pas le scénario idéal qu'on peut imaginer entre deux pilotes, mais au moins la position, on a deux Mercedes en tête d'une grille de départ, qu'il n'y en ait pas une seule des deux qui soit capable d'être en tête au premier virage. Je suis désolé, c'est pour moi il y a une faute. Voilà. Pour moi, on est d'accord. C'est-à-dire que Bottas, là, pour moi, cette course est un récital. Alors oui, ouais, la McLaren n'est pas facile à dépasser. Enfin oui, on peut sortir tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, voilà, si vous voulez. Mais le départ est pour moi, c'est une faute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a ouvert. Parce que tout le monde semble oublier quelque chose. Verstappen à l'extérieur, il est sur la trajectoire propre. La piste, elle est dégueulasse en dehors de la trajectoire propre. On a vu à quoi ça ressemblait vendredi et ça devait encore être très poussiéreux. Donc il savait qu'il allait en plus pas pouvoir avoir un freinage optimal. Vraiment, voilà, rien n'a fonctionné. Mais alors, par contre, peut-être que là, nos avis vont plus largement différer, mais diverger. Mais moi, j'estime qu'il a quand même une faute, une part de responsabilité assez grande dans le contact avec Ricciardo. Ça, chacun peut après en juger comme il veut, mais à mon avis, moi je rejoins un peu Paul dans le fait que tu dis, voilà, il était focalisé, machin. Je pense qu'il était complètement perdu dans sa tête. Il est arrivé, il a vu le premier virage arriver, il a vu Verstappen à gauche, Hamilton à droite, il savait plus où donner de la tête. Il est arrivé, il a freiné beaucoup trop tôt. Il s'est retrouvé super lent dans le virage et il enroule le virage comme s'il n'y avait personne et Ricciardo peut pas l'éviter. Ouais, je suis d'accord quand tu dis qu'il a sa part de responsabilité. Hein. Quand tu es en tête de peloton et que tu freines aussitôt, ça peut qu'avoir des conséquences désastreuses, surtout après une aussi longue ligne droite où tout le monde arrive lancé à fond. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire bravo à tout le peloton qui a eu qu'un seul accrochage, parce que franchement, bon, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Tsunoda et Mick Schumacher en fond de peloton, mais bon, ça, c'est les aléas du fond de peloton. Mais franchement, freiner aussitôt en étant en tête de peloton, c'est un risque énorme. Et Ricciardo freine trop tard, mais c'est pas non plus, il tente pas une attaque kamikaze, il essaie juste d'y aller. Et je pense qu'il est le premier surpris à que Bottas freine pratiquement 30-40 mètres trop tôt, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai. Et pour rejoindre ce qu'a dit Franck, je suis d'accord, il aurait dû aller à l'extérieur. Louis s'était protégé à l'intérieur. S'il voulait vraiment jouer son rôle de coéquipier à fond, il devait absolument essayer de sortir Verstappen. Mais visiblement, comme on l'a dit, est-ce qu'il avait conscience qu'il était là? C'est même pas sûr, quoi. On a l'impression, comme vous l'avez dit, qu'il a subi les événements en fait, du premier mètre jusqu'au premier virage, quoi. Qu'il était à aucun moment en contrôle des choses. Et ouais, dommage pour Mercedes, il y avait quoi jouer. J'ai pas dit de le sortir, j'ai juste dit de prolonger son freinage au moins autant que Max. Parce que là, franchement, c'était lui laisser vraiment là. Vas-y, passe, garçon, je te laisse la place. Tu peux passer, il n'y a pas de souci, tu enroules, il n'y a pas de problème. Je te laisse la place. Non, tu peux pas. Tu loupes déjà de donner l'aspiration à ton coéquipier parce que tu t'es loupé au départ. Tu te concentres après sur l'adversaire. Je suis désolé. Et pour moi, effectivement, grosse faute de Bottas. Et je pense que ça a dû bien gueuler dans le débriefing de Mercedes en fin de course parce que clairement, la course se joue là-dessus. Aujourd'hui, on sait très bien qu'en Formule 1, celui qui arrive à faire le premier relais en tête et bon, peut-être pas sur ce cas-là parce qu'il y avait tellement de différence avec Red Bull, mais au moins ils auraient eu plus de chances de pouvoir gagner ce Grand Prix, au moins avec une voiture. Je suis désolé, c'est une grosse faute de Valtteri Bottas. Grosse faute. Et pour le contact avec Ricciardo, Manu, Franck Contact avec Ricciardo, moi je laisse toujours la faute à Ricciardo parce que en fait il arrive en bloquant les roues, alors il récupère le contrôle juste avant le virage, mais et d'ailleurs apparemment c'est pour ça que la FIA ouvre pas d'enquête, mais enfin la direction de course. Mais pour moi, à partir du moment où tu as une voiture qui avec son aileron avant touche la roue arrière d'une autre voiture, c'est difficile de mettre la faute sur celui qui est devant, même si effectivement Bottas est un peu dans les choux et prend un peu une trajectoire bizarre par rapport à sa vitesse. Mais Ricciardo n'est pas en contrôle, même s'il a arrêté de bloquer sa roue. Je suis pas sûr qu'il prenne le virage d'une manière normale si jamais il n'y a pas de la touchette non plus. Donc, je
Je mettrais un peu à 20% de faute à Bottas quand même, mais je resterais quand même plus sur Ricciardo. Je suis un peu d'accord avec Manu. Je comprends ce que tu veux dire, Michael, par rapport à la faute de Bottas, effectivement, qui arrive vraiment un peu n'importe comment dans ce premier virage, du coup, et n'a pas la vitesse nécessaire et donc surprend les pilotes derrière lui. Mais après, ouais, c'est un petit peu le code de la sécurité routière qui s'applique. Je veux dire, c'est celui qui est derrière qui doit être mettre dans son véhicule. Et si devant ça cartonne ou autre chose, le pilote qui doit être derrière doit pouvoir réagir. C'est exactement ce qu'on a reproché à Bottas, par exemple, en Hongrie. C'est dans le même style, mais inversé. Bon, voilà, je pense pas que Bottas, on puisse vraiment lui mettre un gros carton rouge sur cette toupie. Ah non, Euh, je voilà. dis pas que c'est un 80-20 et que c'est un scandale, qu'il faut lui retirer sa licence, mais Mais voilà, voilà, je pense qu'il était vraiment perdu par ça. Il s'attendait vraiment pas à ce scénario-là que Verstappen les enroule tous les deux par l'extérieur. Il s'est retrouvé complètement submergé par la situation. Et que, bon, après, il prend sa ligne, mais effectivement, une ligne avec une vitesse beaucoup plus réduite par rapport au peloton qui arrivait derrière. Donc voilà, ce qui a dû arriver arriva. Et voilà. Et moi, je suis franchement déçu pour Mercedes qui met des choses en place, qui essaie de planifier l'implanifiable, on va dire. Ils sont sur une équipe très analytique qui met en place des stratégies, qui met en place des scénarios, qui en discute. Tout est clair. Hein. Je veux dire, avant la course, ça va être très bien qu'il y aurait des consignes si nécessaire au départ. Je veux dire, ils sont hyper clairs là-dessus. Chez Red Bull, ça a été ouais, si Sergio se retrouve en tête, bon, on sait pas trop. C'est vrai que l'image de Red Bull au Mexique pourrait souffrir si voilà, bon, bref, on verra bien sur le moment donné, quoi. Mais bon, on savait très bien que si voilà, qu'il fallait faire passer un peu la pilule au public, mais non, chez Mercedes, c'est hyper clair. C'est tout pour Lewis. Euh, et voilà. Et là, on peut dire la même chose du côté de Red Bull. On dit non, c'est tout pour Max. Sergio, tu n'as pas de chance de gagner ce Grand Prix, même si tu te retrouves en tête devant Max. C'est pas possible. Voilà. Donc moi, j'apprécie un peu cette franchise parce que voilà, c'est le jeu de la Formule 1. La Formule 1, c'est aussi bien un sport individuel qu'un sport d'équipe. Quand on est sur la phase finale d'une saison comme celle-là, c'est forcément un sport d'équipe. Donc voilà, donc Bottas n'a pas joué son rôle d'équipier sur ce coup-là. Après, Je pense qu'un Russell plus agressif dans la même situation l'année prochaine, sur ce genre de choses, il laisse pas passer Verstappen comme ça. Soyons clairs. j'allais même rajouter, je pense que Mercedes paye un peu sa frilosité au niveau des pilotes, c'est-à-dire que on sait que Bottas n'est pas non plus super à l'aise dans les luttes en 1 contre 1 ou en 2 contre 1 comme ça, sur des départs ou des phases de course un peu chaudes. Et Mercedes, en fait, a toujours parié sur le fait que Bottas serait un bon numéro 2 dans un cas de figure où il dominerait. C'est-à-dire que la voiture est très bonne, Bottas fait ce qu'il a à faire. C'est un très bon pilote, mais c'est pas un champion du monde en puissance. Et ça fonctionne. Sauf que cette année, ils ont besoin d'un numéro 2 qui soit beaucoup plus agressif, qui soit placé, qui sache remonter quand il y a un problème, qui sache. Et c'est des choses que, à part à Monza, Bottas ne sait pas faire. Et en fait, j'ai tendance à penser que, justement, s'ils avaient pris le devant un peu et qu'ils avaient mis Russell dans la voiture dès cette année, après ce qu'il a montré notamment l'an dernier dans sa pige, et ben en fait, ils n'auraient peut-être finalement pas ce genre de problème. Et sur une fin de saison comme ça aussi tendue, je pense que malheureusement, ça risque de se reproduire et ça risque de leur coûter cher, parce que d'autant que Perez semble, à l'inverse, sur une dynamique bien meilleure. Donc là-dessus, je crois que Mercedes, malheureusement, paye un peu ce côté très analytique qui a fait dire non, on garde Bottas parce qu'on veut quelqu'un qui s'entende bien avec Hamilton et que l'harmonie soit préservée, tout ça. Et en fait, malheureusement, ça se paye sur d'autres critères, je dirais. En fait, c'est aussi parce que Vas-y, Paul. Mais pardon, je disais, en fait, c'est parce que c'est la première année en fait où Bottas a entre guillemets une réelle importance. Il y a des saisons où Mercedes dominait tellement que entre guillemets, si Bottas passait au travers sur 5 ou 6 week-ends par an, ça n'avait pas un impact énorme sur le championnat. Hamilton avait tellement d'avance au championnat pilote et Mercedes dominait tellement chez les constructeurs que finalement, c'était moins criant. Cette année, le fait que Mercedes domine pas, on voit beaucoup plus les défauts de Bottas. Et c'est vrai que avec une voiture pas dominante, on se rend compte que c'est un bon pilote, mais qui fait pas partie de la catégorie des top pilotes, quoi, tout simplement. Il est à sa place, en fait. C'est juste que malheureusement pour lui, cette année, ça se voit encore plus du fait qu'il n'est pas une voiture capable de gagner à toutes les courses, contrairement à ses 4 premières années dans l'écurie, quoi. C'est un peu ça, effectivement. Et puis, alors, quand même, rendons-lui ce qu'il mérite. Il est allé chercher le meilleur tour en course. Il a enlevé un point à Verstappen et Red Bull, bravo. Il aura fallu 12 arrêts au stand. C'était laborieux, ouais. Encore même ça, avec des trucs de tendre en fin de course, c'était laborieux, quoi. Je veux dire. Non, mais ça, le fait qu'il se retrouve à côté de Verstappen, c'était. Moi, je l'ai senti perdu de A à Z pendant tout ce Grand Prix. Ça faisait vraiment Mais de la peine à lâche, voir. mon garçon. On était tous dans notre écran en disant mais lâche, laisse-le partir.
prends 3-4 secondes et fais ton tour, quoi. Mais arrête de rester derrière comme ça, quoi. En fait, il avait son plan bien établi et on voit, il y a une vidéo qui tourne où on voit Verstappen qui perd 2-3 secondes pour justement gêner Bottas. Et à partir de là, tu sens que Bottas est totalement perdu. Et au lieu de le laisser prendre de l'écart, et ben en fait, il reste collé derrière en voulant le dépasser. Et du coup, il ruine son train de pneus. Alors que finalement, il avait largement le temps de prendre le temps justement de reperdre du temps et d'aller chercher son arrêt. Donc il a été complètement perdu notamment sur la fin de course où finalement ils sont obligés de lui faire 2 arrêts pour qu'il aille chercher le meilleur tour, quoi. On aurait dû mettre des piles dans la voiture en fin de course. Quand même. Ah non, sérieusement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté pathétique en fait dans cette fin de course où voilà, moi c'est au début tu vois les mecs à Mercedes, tu dis attends, peut-être arriver avec Hamilton, peut-être, et tu te dis non, c'est Bottas, normal, il va tenter le meilleur tour. Puis tu revois les gens, tu dis un truc, bah non, c'est toujours Bottas, bah, il va peut-être, enfin, c'était fou, quoi. J'avais de la peine en fait qu'ils le mettent à la télé. Ils auraient pas dû, ils auraient dû faire son arrêt, c'est 15 arrêts, et puis comme ça, personne n'aurait remarqué. En plus, chaque saison, on peut se dire, c'est parce qu'il est prolongé que d'1 an, il a jamais de stabilité. Mais là, on s'était dit, maintenant qu'on sait qu'il part, il va enfin se lâcher, le garçon. Et en fait, bah non, il y a rien qui change, quoi. On pourrait se dire, il me reste 5 courses chez Mercedes. J'ai encore 5 courses avec une voiture capable de gagner des grands prix avant de, a priori, aller dans une écurie de milieu de peloton l'année prochaine. Ça change rien. Il y a quelque chose qui fonctionne pas chez lui. On a l'impression, moi, j'ai l'impression qu'il a presque décliné au fur et à mesure de ses saisons chez Mercedes. Ça avait plutôt pas trop mal commencé en 2017. Il était même pas si loin que ça au championnat d'Hamilton en fin de saison. Et ensuite, il y a eu 2018, c'était une catastrophe. Il n'a pas gagné une seule course. Et on a l'impression que chaque année, sa confiance s'effrite. Et c'est vrai qu'on a quand même vraiment du mal à lui trouver des excuses. Là hier, c'était le Grand Chelem. Du début à la fin, c'était un cauchemar absolu. Ça a presque rappelé la Turquie l'année dernière, qui était encore pire. Je crois qu'il avait fait cette tête à queue. Mais on était dans les... Et là, c'était sur le sec, donc on était sur un niveau de performance similaire. C'était assez triste. Ça, c'est vrai. Non, mais ça faisait de la peine. Non, mais depuis qu'on vous a annoncé dans cette émission, non mais c'est bon, Bottas, il a un nouveau contrat. Regardez le nouveau Bottas. À part en Turquie où il a fait un récital, le reste il en a fait, hein, mais dans l'autre sens. C'était masterclass sur masterclass, mais de catastrophe absolue. Et oui, la Mercedes n'est peut-être pas faite pour rouler derrière d'autres voitures, mais c'est plus possible, quoi, à un moment donné. Oui, non. Hamilton arrive à dépasser avec pas lui, quoi. Après, je pense qu'il doit tourner au décaféiné depuis quelques courses chez Mercedes, quoi. Ils l'ont pas dit, ils ont mis de la Ricoré. Ils disent, bah merde alors, marche-moi bien. Non, mais c'est vraiment gênant. Oui, on me dit à Monza, il est remonté. Oui, mais il remonte pas mal sur la stratégie à Monza aussi, en fait, si on regarde, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas non plus, voilà. Mais là, moi, je suis désolé, mais il se fait dépasser par Ricciardo au restart, déjà, ça fait un peu tâche. Et il passe tout son Grand Prix derrière. Et Manu, on avait parlé dimanche pendant le petit débrief. Oui, effectivement, la McLaren n'est pas simple à dépasser tout, mais on les a vus, les 4 ou 5 tentatives de Bottas. Qui était quand même pas top à chaque fois. Donc, après, je suis à la part des choses. C'est-à-dire que oui, la McLaren est très compliquée à dépasser. On a vu Hamilton qu'on a chié aussi derrière Norris, mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est pas le seul point négatif du week-end de Bottas, en fait, toute sa course en tout cas. C'est ça le souci, c'est que ça vient s'ajouter au reste et ça vient s'ajouter aussi à une saison dans laquelle il a déjà été dans cette situation et en fait, il est toujours bloqué dans le peloton. À Imola, il est bloqué dans le peloton, il perd du temps derrière une Aston Martin, il se fait dépasser par une Williams, ça finit en crash. À Bakou, il repart 10e, 2 tours plus tard, il est 14. Il y a eu aussi la Russie où pareil, il est englué dans le peloton et en fait, ça vient toujours s'ajouter. Et il me fait un peu penser au Barrichello de 2005 qui venait de passer des saisons où il était vraiment très bien et où finalement la voiture est moins bonne et il s'effondre complètement. Et en fait, je trouve que déjà 2018 et 2020, comme tu dis Paul, il n'avait pas forcément le niveau pour être conservé et malheureusement c'est un peu la suite logique de ça, quoi. J'avais voulu tenter une théorie là-dessus sur Bottas en course, sur le fait que peut-être qu'il soit un petit peu paralysé par les consignes de Mercedes et d'Autovol qui est d'absolument ramener la voiture, de marquer des points, championnat constructeur, tout ça. Mais en fait, en y pensant, je me dis c'est même pas vrai parce que le samedi, il va nous sortir un tour de folie en qualification. Il faut prendre des risques quand même assez incommensurables. Il signe la pole quand même. Voilà, donc je veux dire, pour signer la pole en Formule 1, il faut quand même se donner à 110%, quoi. Derrière le volant, il faut aller chercher la limite. Donc voilà, du jour au lendemain, on a 2 visages, mais on a les 2 visages, mais complètement différents de ce que peut nous offrir un pilote de Formule 1, quoi. Et moi, je dis pas que j'ai hâte, parce que c'est ça. Je pense que forcément chez Alfa Romeo, on aura un peu moins hâte de voir ça, mais de voir comment il se comportera chez Alfa Romeo, quoi.
Est-ce que ce sera aussi des week-ends comme ça avec des hauts et des bas d'une course à une autre, même d'une séance à une autre, voilà, parce que pour le coup, on parlait vraiment au Mexique de rebondissement de séance en séance. Mais voilà, Q1, Q2 Red Bull, Q3 Mercedes, départ Red Bull, course Red Bull, voilà, ça n'arrêtait pas de fluctuer. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir Bottas dans un autre environnement, peut-être avec d'autres consignes, avec d'autres choses, pour voir ce que vaut vraiment ce pilote avant de vraiment faire une croix sur lui et de dire bon, voilà, t'as fait ton temps en Formule 1, garçon, on va voir en IndyCar ou ailleurs, quoi. J'ai peur qu'il On soit trouvera trop peut-être le tendre. Bottas des. Pardon, Michael. Vas-y, Je disais, vas-y. on va peut-être retrouver le Bottas des années Williams, c'est-à-dire celui à qui on fait confiance. En plus, a priori, il aura un coéquipier débutant l'année prochaine à ses côtés. Il y a de fortes chances. Donc, il sera écouté. Et un autre gros avantage pour lui, il n'aura plus Hamilton en coéquipier. Je pense que l'air de rien, pour ces pilotes-là, on peut se référer à Rosberg, qui est pour moi une classe au-dessus largement de Bottas, mais qui a pris sa retraite après son titre, parce que le mec était essoré, et je pense que Bottas, il est essoré. Je pense que quand tu enchaînes les week-ends, que quoi que tu fasses, t'es 90% de la saison dominée par un crack absolu, un mec qui donne l'impression de conduire à une main et qui arrive à remporter les courses presque facilement. Je pense qu'au bout d'un moment, ça déprime un petit peu, quoi. Il a beau bosser, il a beau essayer, parce que je pense qu'il essaye quand même, il n'y arrive pas, et je pense que ça fera 5 ans à côté d'Hamilton, je pense que moralement, ça lui a coûté, quoi, tout simplement. Et que je pense, moi, je suis optimiste pour lui l'année prochaine. Il sera leader de l'équipe, il sera écouté, ce sera entre guillemets la star d'Alfa Romeo. Il aura un débutant, a priori, qui sera en mesure de dominer. Alors là, par contre, je suis d'accord, s'il est dominé par son futur coéquipier l'année prochaine, là clairement, plus d'excuses, plus aucune, Ah absolument. bah surtout si c'est Zou, hein. Moi, excusez-moi, mais enfin bon, s'il se fait dominer par Zou... Ça sera Zou peut-être la que- porte, hein. Ah bah là, il va falloir quand même Ouais. commencer à penser à, je sais pas, devenir ostréiculteur ou quelque chose, mais là, ça va plus être... Et il va faire du café après. Voilà, c'est ça, il va le tailler, c'est faire du Ah, bon mais- café, et puis voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que tu Ma dis, Paul. grand-mère. En fait, je suis d'accord, c'est que je crois que on sous-estime un peu aussi le niveau de la lutte cette année entre Hamilton et Verstappen. Et en fait, je crois qu'il laisse littéralement tout le monde dans leur sillage. Et Bottas, le niveau qu'il a cette année paraît vraiment pas bon, vraiment en deçà de ce qu'il faudrait. Mais je crois aussi que malheureusement, il y a un peu de lassitude et il y a aussi le fait que c'est juste un bon pilote de F1. Et je pense que le niveau qu'il a cette année serait très très bon dans une équipe de milieu de peloton. C'est juste que c'est pas suffisant pour être au niveau de ce que sont les deux leaders de chez Mercedes et Red Bull. On voit que Perez, c'est pareil. Alors lui, il doit en plus s'adapter à une nouvelle équipe, une nouvelle voiture, mais on voit qu'il est en deçà et que de toute façon, il y a un vrai écart naturel avec Verstappen. Et parce que Verstappen et Hamilton, on a déjà dit dans cette émission, sont vraiment à une classe au-dessus de tout ce qui se fait en F1 et tout ce qui se fait depuis quelques années, quoi. Mais Pérez arrive à revenir un peu sur ces 2 dernières courses. Ouais. Il a quand même été très positif, Sergio Pérez, avec 2 podiums, avec des chronos tout à fait intéressants. Il a quand même essayé de mettre la pression à Lewis Hamilton aussi dimanche lors de la fin de course. Ça a poussé d'ailleurs Hamilton, on vous disait tout à l'heure, ces fameuses déclarations un peu hasardeuses, où il a quand même dit... il a quand même dit... Ah bah quand vous voyez que Pérez arrive à me suivre derrière, ça montre que cette voiture est très bonne. Ce qui est à peu près la pire chose que tu puisses dire à propos de tes collègues, hein, un de tes adversaires. Après, il a dit non, mais c'est pas. Je pas voulu dire que Pérez était mauvais, mais c'est en fait, vous comprenez. Enfin, bon, il s'est perdu en palabres pendant toute la journée du lundi à essayer de rabibocher tout le monde. Alors que tout le monde avait plutôt plus ou moins compris déjà dès le dimanche soir ou le lundi matin, quand ceux qui ont effectivement rapporté ces déclarations, tout le monde avait compris effectivement ce qu'il avait voulu dire. Je pense pas que personne ne pensait à mal là-dessus. Maintenant, effectivement, Sergio Pérez, lui aussi, il prend une claque quand même à domicile. Hein. Même s'il monte sur le podium et c'est la fiesta, c'est la célébration et tout, je veux dire, il était quand même très très loin d'aller pouvoir lutter contre Max pour la victoire. Donc, c'est aussi à relativiser aussi de son côté. Donc, Ouais, mais après, il le savait aussi, de toute façon, qu'il n'allait pas pouvoir se battre contre Max. Enfin, maintenant, peu importe, même le jour où il mettra 8 dixièmes à Max en qualif, il ne pourra pas se battre contre lui en course, hein, puisque de toute façon, l'ordre sera établi. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où Verstappen prend la tête, c'est pas non plus un Grand Prix mauvais qu'il livre. Hein. Quand Verstappen prend la tête, personne n'a le droit, ni Pérez, ni Gasly, ni Tsunoda. Ça a été très clair ça. ce week-end. Ah. Donc en Red Bull, pas touche à Max. Voilà. Il doit être content parce qu'ils ont quand même 3 pilotes dans le top 4 chez Red Bull au final avec la 4ème place de Gasly. Ils sortent quand même sur un très très bon week-end. Gasly qui encore une fois a été extraordinaire. Et je pense comme je le disais un peu dimanche, on banalise ses exploits, mais il termine 4ème avec une AlphaTauri et seul au monde, c'est-à-dire qu'à aucun moment sa place n'a vraiment été en danger, même avec les Ferrari qui essayaient de jouer au je te laisse passer, tu me laisses repasser, mais même ça, il gérait totalement la situation. Donc vraiment, voilà, c'est encore
Grand coup de chapeau pour le français. Ferrari, qui maintenant a une belle avance sur McLaren aussi. Ça devient intéressant pour cette lutte pour la 3e place du championnat des constructeurs, parce qu'on a vraiment l'impression que depuis l'après-Russie, McLaren n'est plus là, quoi. C'est un petit peu... c'est un peu difficile pour eux. En même temps, je dis ça, je crois que depuis l'après-Russie, il y a eu 2 courses, hein, donc c'est pas non plus... ils sont pas largués depuis 4 mois. Oui, il faut pas oublier que McLaren 3 la Turquie aussi. McLaren a quand même fait un gros cumul de points à Monza avec leur doublé. Voilà ce que Ferrari n'a pas connu dans la saison aussi. Donc voilà, ça a aussi un peu nuancé cette 3e place, cette bataille pour la 3e place au championnat. Si on enlève un peu cette course un petit peu, voilà, qui est vraiment favorisée et McLaren et Mercedes qui était Monza, Ferrari serait déjà un peu plus devant au championnat sur la longueur de la saison. Donc je pense qu'effectivement, même si Andreas Seidel ne veut rien lâcher jusqu'à la finale, si les courses restent à peu près normales et sans gros bouleversements sur les dernières courses, je pense que Ferrari a tous les moyens nécessaires et possibles pour finir devant McLaren au championnat. Effectivement, ça commence à se voir là. Alors, évidemment, gros bonus pour Ferrari avec le nouveau moteur évolué, notamment du côté de l'hybride, hein, comme on en a parlé plusieurs fois lors de cette émission. Donc, ça est en train de faire basculer cette bataille-là du côté de Ferrari. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, je pense que du coup, au Brésil, ça sera un petit peu la même chose. Donc, non, moi, je vois bien Ferrari finir 3e du championnat aussi. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place, en fait, après le Grand Prix du Mexique. Si on analyse un petit peu tout le monde, autant Red Bull qui a un petit peu l'avantage, Ferrari un peu l'avantage, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Voilà, et pareil, AlphaTauri qui est en train de remonter aussi son retard sur Alpine. Voilà, Alpine qui a bénéficié de la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie, voilà, pour reprendre un petit paquet de points d'avance. Mais voilà, cet avantage-là, il est maintenant grignoté et il n'existe plus. Et AlphaTauri fait ça avec une voiture. Ce qui est quand même très fort. C'est qu'ils ont quasiment qu'une seule voiture sur la saison. Et il y a beaucoup de circonstances qui sont un peu en filigrane sur ce lutte-là, mais c'est vrai que entre la grosse perf de la Hongrie pour Alpine et les contre-perfs de Tsunoda sur la majorité de la saison, effectivement, je pense que AlphaTauri est largement devant Alpine. En même temps, c'est pas étonnant. Alpine, ils sont aussi sur un concept de voiture qui est vieillissant. Le châssis, il y a 3 ans, le moteur en a à peu près pareil. Donc, je pense que Alpine, c'est déjà, même s'ils finissent 6e, il n'y a pas à rougir par rapport à ce qu'ils mettent en piste. Parce que c'est une voiture qui a évolué, mais pas forcément beaucoup, et surtout pas cette année. Ils ont mis la voiture en piste et ils ont quasiment rien fait dessus. Après, effectivement, dans la lutte McLaren-Ferrari, je pense aussi que au début de saison, c'était vraiment partagé et je voyais McLaren un peu plus forte. Mais depuis quand même la mi-saison, on voit que c'est en faveur de Ferrari qui est toujours plus à l'aise sur tout type de circuit, alors que McLaren a vraiment des week-ends avec et des week-ends sans. Et au final, s'il n'y avait pas eu ce gros week-end de Monza et de toute façon, vu qu'ils n'avaient pas Ricciardo qui était performant en début de saison quand la voiture allait mieux, je pense qu'effectivement, il n'y a pas photo sur l'issue du championnat et je ne vois pas McLaren maintenant remonter, vu qu'en plus Norris a l'air un peu éteint depuis la Russie. J'ai du mal à les voir remonter sur Ferrari en fin de saison. Ricciardo qui n'est pas non plus tout à fait dans le rythme. Bien évidemment, pour Alpine, il faut aussi rappeler, il termine quand même derrière une Alpha. Romeo et pas une AlphaTauri pour le coup, il termine derrière Kimi Räikkönen. Bon voilà, c'est peut-être effectivement le petit signal. Räikkönen qui a été formidable, hein, Paul. 8e place, peut-être les derniers points de Kimi Räikkönen en Formule 1, qui sait. Ah mais justement, c'est bien que tu en parles. Je voulais parler quand même des 3 champions du monde qu'on n'a pas trop vu dans la course, mais qui sont Vettel, Räikkönen et Alonso quand même, qui font des courses discrètes. On les a encore moins vus que Gasly, mais l'air de rien, ils sont là. C'est les vieux briscards, ils saisissent les opportunités. Ils ont passé sans encombre le premier virage. Et Kimi, qui en effet, alors je sais pas si on va parler de Giovinazzi après, mais Giovinazzi qui était devant Kimi en début de course. On reparlera peut-être de la stratégie après, mais ouais, Kimi qui effectivement a fait le travail. Pareil, hein, ils ont tous un peu fait des courses en solitaire, on les a pas trop vus, mais c'était solide, il y avait du bon rythme. Et clairement, ils étaient sur la bonne stratégie qui était de faire un arrêt tard, d'essayer de faire tenir le train de pneu le plus tard possible pour s'arrêter le plus tard et éviter le trafic. C'était la clé de la course tout simplement. Et voir les Vettel, Raikkonen, Alonso, pour moi, c'est pas du tout une surprise. Ils ont cette expérience qui leur a permis d'être au bon endroit au bon moment. Et voilà, c'était à souligner aussi. Ils ont fait une course discrète mais solide. Le bon endroit, le bon moment, c'est pas l'histoire de la carrière de Fernando Alonso. Hein. Ça, c'est totalement l'inverse, hein, bien évidemment. Le bon endroit au bon moment. D'accord. Ah ouais, c'est pas les bonnes déclarations au bon moment non plus. Hein. Mais Michael, qu'est-ce qui est arrivé à ta casquette? Oui. Je l'ai emmené à la laverie, c'est pour ça. Ça reviendra.
Il a admis avoir été mauvais en Q1, Alonso, quand même. C'est assez rare pour être signalé, c'est qu'il a. Il n'avait pas trop le choix. Mais bon. Moi, ça Il a admis quand confirme même, la c'est déjà théorie ça. que j'avais été samedi après-midi, qu'on a remplacé Fernando Alonso dans la voiture, et que ça n'était pas lui, et que même à l'interview, il y avait un masque. Il fallait faire comme Fantomas. Vas-y, Franck. Non, juste pour revenir sur Alpine, quand même, c'est que du coup, cette fin de saison un petit peu en roue libre, même pas plus cette saison tout court en roue libre, ça va mettre une énorme pression pour l'année prochaine, parce qu'ici nous sortent une bouse en 2022 avec tout ce qu'ils ont lâché en l'espace de 2-3 ans, ne rien développer ou en faisant le strict minimum. Je veux dire que là, ça va souffler dans les bronches à Enstone et à Viry si en 2022 la monoplace elle n'est pas à peu près au niveau de McLaren et Ferrari cette année, quoi. On va dire au moins pouvoir jouer le top 3 au championnat, quoi. Donc là, c'est grosse pression sur les Français. Totalement d'accord. C'est vrai que je les défends souvent en disant qu'effectivement, le plan paraît toujours à 3 ans, 5 ans, parce qu'on a changé de management, que le groupe s'est réinvesti en F1, qu'il y a eu beaucoup de changements à la tête du groupe Renault et que du coup, il fallait le temps que l'argent soit remis, qu'il y ait un plan à long terme. Quand c'était Renault et quand c'était à l'époque, c'était Jean-Dominique Senard, je crois, qui était à la tête, il n'y avait pas de volonté de rester longtemps à F1 qui était vraiment établie. Du coup, les investissements n'arrivaient pas. Là, aujourd'hui, on sait qu'ils sont là pour longtemps. Ils ont mis Alpine justement pour que ça coince moins au niveau des actionnaires. Et donc, il y a un vrai plan à long terme et qui commence sur 2022 avec, on nous assure qu'en gros, tout a été fait pour que dès 2022, ça parte. Donc, effectivement, comme tu dis, Franck, il va falloir que ça parte parce que si l'an prochain, ils sont top 5, voire un peu moins, c'est clairement, il y a un gros souci au niveau de l'équipe. Alors, il y aura la solution de mettre Dacia en 2025, histoire de relancer pour ça en course. Après, il n'y aura plus rien. Oui, voilà, ça, ils ont... Bon, attends, ils peuvent encore faire des acquisitions, des trucs. On aura Smart. Nissan. Il faut mettre Nissan avec Sébastien Buemi qui fera encore un retour avec sa marche. Non, mais c'est vrai que là, il faut quand même commencer à. En fait, c'est étonnant parce qu'Alpine, on a quand même aussi un peu chanté leur louange pendant cette saison. Enfin voilà, il y a des moments quand même où ils étaient performants avec justement leur matériel qui n'était pas forcément au niveau et ils arrivaient à très bien exploiter. C'est vrai que là maintenant, voilà, on a l'impression. C'est l'une des équipes qu'on voit le plus se focaliser sur 2022. C'est-à-dire que ça se voit pendant tout le week-end, on sent qu'ils sont pas là. Voilà. Il faut maintenant qu'ils soient là en 2022, parce qu'effectivement, si c'est pour se battre pour les points à peine, ça va être dramatique. Et là, je pense que voilà, ça va être compliqué aussi à faire comprendre aux investisseurs, à dire mais si, non mais en fait c'est 2020, non mais 2022 c'est le début du cycle. C'est-à-dire que nous on pose les bases en 2022 et après on va être là, on va être bon en 2025. Et le règlement rechange en 2026. Mais on sera super en 2025, vous verrez. Ça risque d'être un peu Maintenant, complexe. En 2025, il faut changer de moteur et tout, voilà, on repart et tout. Ouais, on repart de zéro, rassurez-vous. Mais 2030, avec l'arrivée des moteurs électriques, on sera très bien. Par contre, il faudra nucléaire, remettre... monsieur. Les moteurs nucléaires. Nucléaire. Emmanuel a dit que c'était nucléaire. Emmanuel Macron, hein, pas Emmanuel Touzeau. Oui, bien sûr, parce que oui, autant vous dire qu'on n'a pas écouté Manu nous parler pendant 30 minutes avant cette émission. Ça aurait été très intéressant, mais on n'a pas écouté. Désolé, Manu. Mes excuses. On a aussi Aston, bien sûr, voilà, qui fait pas une saison extraordinaire, mais qui arrive quand même à faire 7ème avec Vettel, qui avait un rythme tout à fait correct, hein, comme tu le dis, Paul, c'est un rythme, voilà, ma foi, fort bon, et il fait une 7ème place logique. Son équipier finit 7 places derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, de Lance Stroll ce week-end, qui a été très bon. Ah oui, magnifique tête à queue sur la ligne d'arrivée, avec une belle explosion de châssis, moi je dis. Je suis très déçu qu'il ait été chronométré d'ailleurs, moi, parce que si vous regardez l'image, ça dépend le transpondeur, mais. Mais c'est surtout cracher la voiture alors que la pénalité est déjà actée pour la lendemain, c'est inadmissible honnêtement. Budget plafonné, tout ça. Ouais, je crois que c'est la pire connerie qu'il ait faite depuis son arrivée dans l'équipe quasiment. Heureusement que c'est papa qui paye là, parce que là. Ouais. Sinon, je pense que ça passait pas. Hein. Mais moi, je veux continuer. Il fait quelque chose de similaire en début de saison c'est à Bakou, je crois, en Q1. Il a absolument pas besoin de forcer pour passer en Q2 et il se crache dès la Q1. Et c'est des petites erreurs assez fréquentes chez Stroll. Il fait une saison globalement solide. En plus, il est comparé à Vettel cette année, mais il a toujours ces petits moments d'absence assez inexplicables, je trouve. Où il peut enchaîner 2-3 bonnes courses et d'un seul coup faire des erreurs comme ça dès la Q1, alors qu'il n'est pas forcément, comme tu l'as dit Manu, là en plus, il savait que de toute façon il partait en fond de grille. Quel intérêt il avait d'aller attaquer comme ça sur une piste sale, c'était incompréhensible. Surtout que moi je pense quand même que Stroll, il y a peut-être la possibilité, alors je dis pas que c'est forcément le cas, mais justement, le fait que papa ait l'équipe, ça doit pas non plus aider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu peux faire toutes les conneries du monde, mais que t'as pas de réel risque, parce qu'on va pas se le cacher, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse son père, à part, enfin voilà, ça me paraît compliqué en fait de vraiment après prendre la mesure et de pas faire ce genre d'erreur.
Sachant que derrière, de toute façon, ok, si je fais 6 accidents de suite, et alors? C'est mon père qui a l'équipe. Tant que l'équipe jouera pas les podiums ou plus, Voilà. ça pourra passer. Le jour où il y aura des podiums, des victoires qui seront en jeu, que si Stroll n'est pas au niveau, il y a quand même des comptes à rendre aux actionnaires, tout ça. Je pense qu'au bout d'un moment, Papa Stroll se mettra aussi devant le fait accompli que son fils n'est pas au niveau du pilote qui sera à ce moment-là en train de mener la bataille pour le titre. Donc, on ne parle pas avant évidemment 2 ou 3 ans, donc ça veut dire que ça lui laisse encore un petit peu de temps pour se peaufiner, s'améliorer, prendre de l'expérience aux côtés de Vettel, si Vettel effectivement continue encore quelques années dans cette équipe. Mais en attendant, effectivement, il n'est pas punissable, on va dire. Effectivement, il peut faire les bêtises, il peut faire tout ça. Alors, ils sont pas encore au but du plafond cette année, donc ça pas de danger pour eux pour ça. Mais l'année prochaine, quand ils seront au but du plafond, ce genre de conneries à 300-400 000 euros, ça sera plus possible. C'est effectivement. Vas-y, Manu. Non, ce qui m'inquiète un peu pour Stroll, c'est que c'est sa 5e saison en F1 quand même, et c'est plus le genre de conneries qu'il devrait faire. Et on voit que, comme tu dis, Paul, il y a des moments où il est juste absent pendant des courses. Alors, ça se remarquait moins l'an dernier parce que quand il arrivait à faire une bonne course, du coup, la voiture était très très bonne, la Racing Point de l'an dernier. Donc, ça permettait qu'il fasse une jolie course, un podium ou un top 5. Et entre guillemets, on oubliait les mauvaises courses. Là, aujourd'hui, quand il fait une bonne course et que la voiture est à peu près au rendez-vous, ça fixe une 7e place ou une 8e place. Et c'est pas ça qui va, à la fin, nous faire dire son bilan était correct. Et le bilan de la saison de Stroll, il sera pas sauvé par les podiums comme celui de Vettel en fait. Donc globalement, j'ai un peu peur que quand on en arrivera à juger la saison des pilotes, il soit vraiment dans le fond du classement et que pour un pilote qui est à sa 5e saison de F1, c'est-à-dire plus que Russell, plus que Norris, plus que beaucoup de pilotes maintenant sur la grille, plus que Leclerc, c'est trop d'erreurs et c'est trop de stagnation en termes de niveau, je trouve. Moi je veux bien entendre évidemment les gens qui veulent nous dire Lance Stroll n'est pas un fils de en Formule 1. Et il l'a montré, il fait une pole en Turquie, enfin voilà, il a quand même montré des aptitudes à un moment donné. Mais le fait est que dans toutes les équipes où il a été, ça a à chaque fois été son père, l'un des actionnaires principaux ou l'actionnaire majoritaire de l'équipe. Donc forcément, c'est compliqué de dire il n'est pas là. Vous voyez, c'est un peu comme le cas Marco Andretti en IndyCar. Oui, il a fait 15 saisons d'IndyCar dans l'écurie de son père. Bon, il était mauvais comme c'était pas permis, mais pendant 5 ans, on a dit au début non, mais il est bon. Vous voyez, c'est le futur d'Andretti. Puis à un moment, on s'est rendu compte qu'il était absolument très mauvais. J'ai peur qu'on se rende compte de la même chose avec Stroll, même s'il y a ces petits éclairs de génie comme ça assez j'allais dire fréquent, mais même pas tant que ça, mais en tout cas, voilà, de temps en temps dans la saison, si au final il se prend des valises par tous ses équipiers, alors qu'il est dans l'équipe où, en plus, on sait qu'il n'aura pas un traitement défavorable, parce que ça me paraîtrait quand même complètement fou. Donc, il n'y a même pas la possibilité de dire oui, mais son équipe, il y a toutes les évolutions, ou oui, ceci, non, c'est-à-dire que il a au moins le même matériel. Donc, effectivement, c'est quand même encore compliqué pour Lance Stroll. Ils vont peut-être même mieux à la cantine. Ah, ça c'est possible. T'imagines le truc terrible. Vettel, il vient, il a les restes. Il a les restes de pizza des autres, les machins, il a des croûtes et tout, parce que voilà. Alors que Stroll, lui, c'est buffet, c'est 3 étoiles, c'est merveilleux. Et puis juste pour compléter ce que dit Manu sur Stroll, après 5 saisons, il me semble qu'il n'a encore jamais battu un coéquipier au championnat. Il n'a pas eu Hamilton ou Verstappen en coéquipier. Il a eu Massa en fin de carrière. Il a eu Perez, donc un bon pilote, mais on voit bien qu'il n'est pas dans la classe des plus grands non plus. Et Vettel, ça fait 2-3 saisons quand même que c'est plus tout à fait la même chose qu'avant. Donc, au bout d'un moment, c'était un si bon pilote. Non, il a battu Sirotkin, Paul. Il a battu Sergei Sirotkin au championnat. Il lui a mis 6 fois plus de points en 2018. 6-1. C'est énorme. C'est ouais. branlé. Autant pour moi, j'avais oublié notre ami Sirotkin, mais bon, pour le reste, c'est quand même pas flamboyant. C'est ton ami? C'est ton ami. On aimerait l'avoir dans l'émission, ça pourrait être sympa. Après, on fera 10 minutes. On fera 10 minutes, mais ce sera sympa. Non, mais si demain Mazepin se prend 6 fois plus de points par Schumacher, on va en entendre parler pendant 8 ans. Donc il faut le 6 secondes déjà, c'est bien. C'est un bon début, c'est vrai. Le mec, en 2 courses, il se prend 6 secondes au tour. C'est fort quand même. C'est ma foi déjà une très belle perf. Et puis bon, si on termine après, donc les Williams, les Haas qui ont été totalement inexistantes. Russell qui a connu ma foi, un calvaire absolu. Alors moi je suis désolé, la déclaration de George Russell qui explique pourquoi il n'avait pas d'eau dans sa voiture,
Il va falloir parler de Michael Masi à un moment donné parce que c'est plus possible. Le mec, le gars, il lui dit pendant le Grand Prix, ah ouais, mais j'étais fait mon harnais, tu vois, pour regarder l'aileron, puis après je me suis remis. Mais c'est pas possible ça, mais il devrait pas avoir le droit. Il y a une vraie aide là-dessus. C'est quand même pas la première fois qu'il y a des problèmes de harnais et des discussions sur les harnais. On se rappelle il y a 2 ans de Leclerc qui fait 2 tours avec un harnais complètement détaché parce qu'il a cru qu'il allait devoir abandonner sa voiture sur la piste avant que Ferrari lui dise de rentrer. Alors ça prête à rire parce que c'est une situation absurde et que Masi semble totalement hermétique à ce genre de choses. Mais en fait, à chaque fois, c'est une situation potentiellement dramatique parce que Mexico, c'est quand même 350 en bout de ligne droite. Un choc à 350 avec un harnais ne serait-ce que légèrement défait, avec 1 ou 2 cm de marge, le corps ne vit plus du tout la même chose une fois que ça tape. Donc, je comprends pas qu'il n'y ait pas quelque chose de super strict et de super. Il faut pénaliser les pilotes qui font ça. J'ai rien contre Russell, mais il faut au bout d'un moment être hyper strict là-dessus, quoi. Pour moi, il y a un laxisme qui est vraiment dangereux et qui se répète plusieurs fois ces dernières années. Et je suis pas convaincu que Michael Masi, contrairement à ce qu'aurait fait, je pense, Charlie Whiting, prenne la mesure de l'importance de ce qui se passe. Rappelez-vous de 2017, avec le briefing des pilotes, je ne sais plus si c'était en Malaisie ou je ne sais plus quand, c'était l'année où il commençait à mettre des briefings tout le temps, et Romain Grosjean qui pose cette question avec Hamilton qui dégrafait toujours son harnais pour saluer la foule après le Grand Prix. Quoi, c'était pas si bête comme question. Vas-y, Franck. Non, comme dit Manu, comme on dit en conférence de presse, I 100% agree with Manu. Là, ça devrait être. Je veux dire, quelqu'un qui défait automatiquement son harnais, j'ai même pas envie de dire on va mettre un capteur dessus pour dire drapeau noir ou quoi que ce soit, mais ça doit être systématiquement pénalisé lourdement, que ce soit un drive-through, même un arrêt au stand pour être sûr que ce soit les mécaniciens qui le rebouclent correctement. Je veux dire, voilà, qu'il y ait quelque chose qui nous dise. Voilà, il y a eu un problème sur la ceinture de sécurité, sur les harnais, sur le bouclage, que ce soit de la faute du pilote ou non, d'ailleurs, parce qu'on parle vraiment d'un problème de sécurité. Là, quand même, tous les exemples qu'on a eus ces dernières années, c'est plutôt le pilote en général qui prend l'initiative de défaire son harnais pour le remettre, pour vérifier quelque chose d'autre chose. Non, moi je dis du moment où le harnais est défait, où il y a et on le dit, ou on le capte, je ne sais pas comment ça peut se faire, c'est retour illico au stand et c'est les mécaniciens qui le rebouclent. Basta. Comme ça évitera effectivement au pilote de prendre ce genre d'initiative. Voilà, parce que si pour retrouver un jour dans une situation complètement aberrante, de voir un pilote propulsé dehors parce que c'est une mauvaise coïncidence, ça peut arriver. À ce moment-là, non, voilà. On ne va pas attendre le drame pour ça, quoi. Même s'il y a 1 millionième de chances que ça arrive, ça doit pas arriver. On a vu l'an dernier en fait avec Grosjean que des fois il faut que tout se mette en œuvre pour que les pilotes survivent à un accident. Alors c'est de moins en moins le cas et tant mieux. Mais la F1 reste un sport hyper dangereux et des fois on a besoin que tout marche parfaitement. Et si le harnais c'est la première chose, à la limite, on n'y pense même pas maintenant parce que ça nous paraît évident, mais c'est la première des protections du pilote avec le casque, quoi. Et qu'on en vienne à ce genre de choses et que le directeur de course n'ait pas un mot à dire là-dessus, moi c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Alors après j'ai de gros problèmes avec Michael Masi parce qu'il y a plein d'autres problèmes avec lui, mais celui-là pour moi est le truc sur lequel il devrait en premier lieu agir en tant que directeur de course. Et je comprends pas non plus que le GPDA, en vrai Russell fait partie des directeurs du GPDA, mais normalement l'association des pilotes devrait... Le GPDA décide qu'il n'y a aucun problème. Mais normalement, voilà, que peut-être Vettel intervienne, parce que Vettel est un peu plus sage et un peu plus ancien, mais en lui disant, bah non, ça se fait pas, et que ce soit dit publiquement qu'en fait, c'était une erreur de le faire, quoi. Parce que là, s'il laisse passer, derrière, il y a aussi plein de pilotes de F2, F3, F4 qui écoutent ça et qui vont se dire, bon, bah c'est faisable, quoi. Et c'est pas du tout une bonne chose. Ouais, je comprends déjà pas pourquoi il a pris lui-même l'initiative, parce que honnêtement, bon, déjà, quand tu joues à un jeu vidéo et que t'as la caméra au-dessus du cockpit, déjà tu vois pas forcément très très bien ce qui se passe sur ton aileron avant. Mais alors là, depuis le cockpit, même s'il se lève un peu, je vois pas. Enfin bon, il a cru qu'il allait se mettre debout dedans. C'est ça, il croyait qu'il allait. Ah bah c'est bon, je repars. Non, c'est absolument aberrant. Et est-ce que son harnais était bien remis après Je suis pas sûr. On rappelle que les mécanos doivent attacher les pilotes parce qu'ils n'ont pas la place dans le cockpit de le faire. Parce que si vous regardez en GT ou dans d'autres catégories, les pilotes le font eux-mêmes puisqu'ils ont toute la place dans le cockpit. Ici en Formule 1, ça n'est pas possible évidemment. Peut-être que ça n'était pas forcément très bien remis. Il s'est retrouvé dans quelques batailles. Russell, moi, j'aurais pas été tout à fait serein à sa place. Donc voilà, c'était quand même un Grand Prix assez compliqué. Et puis félicitations à Nikita Mazepin qui a largement battu son équipier Mick Schumacher en faisant 68 tours de plus.
pendant ce Grand Prix. Encore une fois, moi je continue de penser que je ne vois absolument pas pourquoi Mick Schumacher est porté au nu à ce point-là. Quand on en vient à se prendre 68 tours par son équipier, il faut quand même commencer à se poser les bonnes questions. Dommage que c'est pas 69. et si c'était Tsunoda qui se prenait autant de tours par son équipier, je peux vous dire qu'on en aurait entendu parler. Et là, silence radio, je trouve ça absolument honteux. Bon, en tout cas, on peut saluer Alpine parce qu'on a fabriqué des belles suspensions sur l'Alpine d'Esteban Ocon parce que pour Le le jeu, il choc s'en est était pris deux. impressionnant. Ouais. Ah, Ouais. mais ce que j'aime bien, c'est que tu as vraiment l'impression qu'à marqué que Ocon fait sa course. Et puis autour de lui, ça se pouf, ça, voilà, tout explose, mais lui, il est là, il focus. Mad Max. C'est extraordinaire. Fury Road. Ils ont enfin installé les évolutions qu'ils avaient mis chez Lotus en 2015 avec la promo Mad Max, effectivement. C'était prévu pour Maldonado, c'est Ocon qui en profite. En tout... Vas-y, Franck. Non, on revient juste quand même sur la colère de Giovinazzi, Mm. quand même, par rapport à la stratégie. Oui, alors qu'il va- bon, alors c'est vrai que Giovinazzi, le pauvre, déjà bon. Voilà. Il fait encore un début de week-end formidable, mais alors par contre, le fait que son équipe lui massacre la stratégie comme ils l'ont fait là, c'est quand même grandiose, quoi. Alors, on l'arrête au 16e tour, beaucoup trop tôt, juste pour faire effectivement deux stratégies différentes. Alors, l'explication de l'Alfa Romeo, c'est non, on ne pensait pas que Ricciardo et Bottas devant nous seraient aussi lents. Ok, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas totalement faux non plus, hein, on va le dire, mais non, mais c'est complètement massacré les chances de Giovinazzi. Ça a d'ailleurs valu une sortie du frère du président de Ferrari, donc la Khan aujourd'hui, qui a dit c'est pas normal qu'on ruine comme ça les courses de Giovinazzi. Donc là, moi, effectivement, il y a un gros souci. Je veux bien que Giovinazzi n'ait plus sa place chez Alfa Romeo, c'est quasiment certain, hein, 99,9999%. Le 18 novembre, si mes informations sont bonnes, nous n'aurons pas une annonce de Giovinazzi donc dans le deuxième baquet Alfa Romeo, mais une annonce de Guan Yu Zhou, puisque même Frédéric Vasseur a admis aujourd'hui que, non, c'était hier, lors du Twitch de Canal, que Théo Pourchaire aurait plutôt droit à un programme d'essai en F1 l'année prochaine pour le conditionner, le mettre à niveau. Voilà, je suis désolé, Giovinazzi, pour le coup, il a raison de s'emporter sur son équipe. Alors, moi, je veux dire, c'est un partout parce qu'il a quand même fait de belles boulettes sur les grands prix précédents, notamment ne pas oublier en consigne d'équipe. Mais voilà, on sent vraiment le garçon extrêmement frustré, extrêmement en colère aussi, voilà, d'avoir perdu une occasion de marquer des bons points. Alors, ça a au moins servi Kimi Raikkonen, voilà, dans sa stratégie à lui, mais voilà, je trouve déplorable pour le coup de l'attitude, voilà, effectivement, d'Alfa Romeo qui a sorti une justification qui était un peu vraiment limite de mon côté. Mais bon, c'est Paul qui a plutôt traité l'information, donc je vais lui laisser la parole. Non, mais en fait, c'est un petit peu à l'image de la saison d'Alfa Romeo. De toute façon, c'est l'équipe des opportunités manquées cette année. En théorie, ils n'auraient rien à faire derrière Williams au classement constructeur. C'est une erreur de plus, finalement, au milieu d'une saison quand même assez cauchemardesque, hein, finalement, parce que franchement, il y a quasiment rien qui a bien tourné pour Alfa Romeo cette année. Giovinazzi, week-end parfait, bon, il fait quand même une petite erreur en Q2. Par chance, il peut repartir, mais voilà, c'était quand même une erreur de plus. Tu l'as évoqué, Franck, et la consigne d'équipe, c'était en Turquie où il laisse pas passer Kimi, c'est un potentiel point qui s'envole. C'est quand même une saison vraiment compliquée, et je suis d'accord avec ce que tu as dit. L'explication de on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi lent, c'est quand même assez léger. Je sais pas si nous on le voit depuis notre télé, je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à le voir sur leur muret des stands, que repartir en plein trafic, ça a jamais été positif. Que depuis le début du week-end, on voit que c'est ultra compliqué de dépasser sur le circuit, qu'il y a beaucoup d'air sale. Donc clairement, repartir dans le trafic, c'était quoi qu'il arrive une mauvaise option. Même si Ricciardo et Bottas étaient plus rapides, c'était de toute façon une mauvaise idée. Parce que même en pneu neuf, il n'aurait eu aucune chance de les dépasser. Donc c'était voilà. Pour moi, il n'y a pas d'excuse, c'était juste une grosse erreur. Moi, j'aime bien quand même parce que Alfa Romeo réussit à assumer la faute en utilisant cette merveilleuse phrase, puisque si on va notamment sur leur Twitter, ils mettent c'est une belle performance d'Antonio, mais vous savez, il ne fallait pas que ça arrive. Nous gagnons en équipe, mais on perd en équipe. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui utilisent cette phrase sont toujours les personnes fautives. Dans le truc. Quand peut-être la fin quand même, il fait vous savez, on gagne en équipe, on perd en équipe, donc voilà. Et voilà, l'équipe l'a dit, donc c'est bon. C'était l'équipe qui a fait une faute. Voilà, de toute façon. Je l'avais dit en rigolant, hein, ils partaient 10 et 11, ils allaient faire 14 et 15, c'était pas loin. Il y a quand même Raikkonen qui a réussi à finir dans les points, mais sinon. Ceci dit, c'est pas le plus grand nombre de points gâchés par un pilote Alfa Romeo cette année, pas dans une voiture, puisque on se rappelle quand même que Giovinazzi, qui jouait à la 6e place au départ à Monza, coupe une chicane et se crache alors qu'il y avait tout à jouer. Donc je comprends qu'il soit énervé, mais il aura
tout intérêt aussi à balayer devant sa porte, parce que sa saison est vraiment loin d'être parfaite. Et je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Alors, Alpha en fait aussi, mais les pertes de points sont quand même beaucoup plus venues des pilotes que de l'équipe cette année, même s'il y a quelques stratégies un peu douteuses. Et en même temps, vu leur niveau, ils sont obligés de tenter des stratégies. On a vu ce week-end quand même que beaucoup d'équipes ont fait une stratégie avec un arrêt tôt pour une voiture et une stratégie avec un arrêt tard pour l'autre. Eux, c'était trop tôt. C'est vrai que pour le coup, c'était assez évident et effectivement, ça aurait mérité qu'il attende un peu plus. Maintenant, l'undercut se tentait si les pneus avaient fonctionné comme ils pouvaient et si finalement il avait réussi à dépasser ou à pas être bloqué par les autres voitures. J'ai tendance à penser que la conséquence est bien pire que l'erreur elle-même en fait sur ces points manqués. Et finalement, le Giovinazzi est pas non plus. Enfin, ouais, il perd des points ce week-end, mais c'est quasiment la première fois que c'est pas de la faute du pilote, quoi. Donc, je le trouve un peu violent et quand c'est lui qui a bazardé des points, l'équipe a été un peu plus en soutien, donc c'est un peu dommage. On sent que l'ambiance n'est pas au beau fixe entre les deux et c'est pas non Entre plus tout au le top monde, avec Kimi Raikkonen. On en parlera tout à l'heure, notamment en fin d'émission. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas une fin de saison super rose chez Alfa Romeo. Au niveau des championnats du monde, comme on vous le disait, Max Verstappen a désormais 19 points d'avance. Donc ça commence à faire pas mal. Mais rappelez-vous que ça n'est même pas une victoire et surtout pas une victoire avec une qualif sprint comme on aura ce samedi. Valtteri Bottas est troisième avec 20 points d'avance sur Perez. Même là, c'est pas fini. Il reste 4 Grands Prix. Ça peut encore se faire pour avoir Perez troisième du championnat. Loris, ça va être évidemment plus compliqué. Il est maintenant cinquième. Charles Leclerc a 7 points et demi d'avance sur Carlos Sainz. La bataille est formidable entre deux pilotes Ferrari. Et moi, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette affaire. Ricardo 8e devant Gasly et Fernando Alonso. Et au niveau du championnat du monde des constructeurs, il y a un point d'écart maintenant entre Mercedes et Red Bull. J'ai l'impression que c'était à 5 Grands Prix où on vous disait que c'était quasiment fait pour Mercedes. De toute façon, voilà, ils vont aller chercher ce titre. Et voilà, écoutez, tout est relancé. Un petit point d'écart. Et Ferrari qui a maintenant 13 points et demi d'avance sur McLaren. Et Alpine qui est ex-aequo avec AlphaTauri. Ça, effectivement, ça va être compliqué. Et on rappelle, AlphaTauri, c'est 86 points pour Gasly, 20 pour Tsunoda quand même. Donc autant vous dire que Pierre Gasly serait qu'à 20 points du coup d'Alpine, ça va. Ça serait encore jouable pour Pierre Gasly d'aller battre Alpine au championnat du monde des constructeurs, s'il était lui-même un constructeur de Formule 1. Mais ce week-end, on continue, alors profitez-en parce que c'est le deuxième Grand Prix et il y en aura un troisième. La semaine qui suit, bien évidemment. On est bien parti pour un triple header, comme disent nos amis britanniques et américains. Le Grand Prix de Sao Paulo. Ne dites plus Grand Prix du Brésil, dites bien Grand Prix de Sao Paulo. Sur le tracé d'Interlagos. Et la troisième qualification sprint de l'année. Ce sera samedi à 20h30. Et je vous le ferai vivre sur ma chaîne Twitch parce que voilà, pourquoi pas. On a bien envie de faire ça. C'est en soirée, c'est sympathique. Donc le programme est évidemment un petit peu différent. On aura les essais libres 1 à 16h30 vendredi. Les qualifs à 20h le vendredi aussi. Essais libres 2 à 16h le samedi. Le sprint donc à 20h30. Et puis la course dimanche à 18h. Il faut aussi évidemment se faire, faut se faire à l'idée que les horaires de la course et des qualifs sprint ne sont pas du tout les mêmes, bien évidemment, vu qu'on essaie de pousser cela au maximum. Est-ce que Max Verstappen va faire le break, messieurs, sur ce Grand Prix du Brésil? Est-ce qu'on peut avoir des rebondissements? Est-ce que ça vous semble quand même être pas mal? On rappelle qu'il a gagné en 2019 et qu'il était bien parti pour le faire en 2018 aussi. Ouais. Ouais, clairement. Mercedes favorite aussi de se battre par Red Bull. Red Bull favorite au Mexique, ça me pose largement. Red Bull toujours en forme à Interlagos. Si les choses se passent bien, que la météo s'en mêle pas, et a priori ça devrait plutôt tenir du côté de la météo. Red Bull pour moi favorite clairement ce week-end. Ça veut donc dire potentiellement 25-26 plus 3 pour Verstappen, s'il faut nous faire un 29-18. Donc du coup, on dépasserait le seuil des 25 points, donc qui vaut une victoire. Donc si tout se passe bien pour Red Bull ce week-end, on pourrait franchir ce cap de la victoire d'avance pour Max Verstappen à 3 courses de la fin. Autant dire que ça veut dire que Verstappen pourrait totalement se rouler tranquillement, voilà, en deuxième position derrière Lewis Hamilton sur les 3 dernières courses et décrocher ce premier titre de champion du monde. Donc du coup, c'est gros enjeu quand même pour Red Bull à Interlagos parce que voilà, il y a cette possibilité effectivement de marquer les points nécessaires pour ça. Après voilà, on est sur une saison qui est folle. Donc voilà, même au Mexique, ça basculait entre Mercedes et Red Bull d'une qualif à l'autre. Si Mercedes nous ressort un coup du chapeau en Q3, je sais pas ce qu'ils ont fait en Q3 au Mexique, mais bon, certes, il y a les pneus tendres qui marchaient mieux, la température de la piste qui a baissé un petit peu. Mais s'ils sont capables de nous pousser un petit peu les moteurs à Interlagos sur la Q3 et nous verrouiller la première ligne,
ils ont peut-être moyen de faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire au Mexique. Donc, c'est-à-dire bloquer un peu Red Bull. Mais bon, a priori, avantage quand même Red Bull de mon côté. Donc, Comme le dit Louis, on part aussi peut-être possiblement sur un accrochage puisque Calif Sprint et que pour l'instant ça a marché 2 sur 2. C'est vrai. c'est pas faux. C'est vrai. Non, moi, je suis d'accord avec toi, Franck. En plus, comme tu dis, cet enjeu de la victoire supplémentaire pour Verstappen, c'est que si jamais il gagne contre Hamilton, il peut se permettre de finir deuxième derrière lui à chaque Grand Prix qui reste. Et entre guillemets, on sait que vu le niveau des deux prétendants au titre, c'est quand même plus facile. Donc, ça pourrait effectivement être très, très confortable pour lui s'il arrive à le faire. Je vois pas Mercedes aller mieux, mais toutefois, c'est vrai que avec les pistes un peu plus fraîches, ils sont meilleurs et la météo serait pas très bonne le vendredi. Soit un peu de pluie, soit au moins plus froid. Donc potentiellement, ça pourrait jouer encore en faveur de Mercedes en qualification. Et là, du coup, ce serait pour la qualif sprint du lendemain. Donc après, à voir comment ils arriveraient à se défendre sans l'aspect stratégique qui souvent peut leur coûter cher quand la Red Bull est plus rapide. Donc c'est vrai que pour moi, la seule chance qu'ils auraient, c'est de justement réussir à dominer ce qualif du vendredi, essayer de se mettre dans une meilleure situation, pourquoi pas un peu entre guillemets agacer Red Bull et Verstappen aussi. On sait que Verstappen, quand ça peut vite monter si jamais il voit qu'il est plus rapide mais qu'il n'arrive pas à passer. Donc pourquoi pas, mais là encore il faudra que Bottas soit au niveau, ce qui n'est pas non plus garanti. Donc c'est vrai que dans tous les cas, j'ai tendance à penser que avantage Verstappen et avantage Red Bull. Je me dis quand même, si le théorème des accrochages se vérifie, vivement l'an prochain avec 6 qualifs sprint. Enfin, 6 courses sprint. Enfin bref, 6 trucs en plus. Paul, tu vois aussi Verstappen quand même bien parti pour ce week-end. Oui, bien sûr, je rejoins Manu et Franck, ça paraît évident. Mais cette saison, ce qui paraît évident à chaque fois, c'est le contraire qui se passe. Donc, on aura peut-être Bottas sans Paul, qui sait, et qui sait ce qui peut se passer à partir de là. Et non, comme l'a dit Franck, je crois qu'une victoire supplémentaire de Verstappen, effectivement comblée avec 3 potentiels points de la qualif sprint et voire le meilleur tour, on arrive à ce fameux matelas d'une course. Et puis, de toute façon, il suffit de regarder les chiffres. C'est 9 victoires pour Verstappen contre 5 à Hamilton, finalement, seulement cette saison. Ça paraît quand même difficilement envisageable de voir Hamilton gagner les 4 dernières courses. Il ne semble pas avoir la voiture pour le faire. Et je pense que sans incident de course, ça va quand même être compliqué pour lui. Si Verstappen n'abandonne pas ou ne passe pas complètement à travers d'un week-end, mais il n'y a pas de raison que ça arrive. Ils sont tous les deux sur une autre planète en ce moment. Je crois quand même que c'est pas une première balle de match, mais c'est une première balle de chaos presque. Parce que s'il part du Brésil avec plus de 25 points d'avance, comme l'a dit Franck, ça va être extrêmement difficile. Et Verstappen, il a plus que les moyens, s'il le faut, de se contenter de deuxième place. Et je le vois même capable de remporter d'autres courses. Donc, si tout marche bien pour Red Bull, il y a une petite première balle de match dès ce week-end pour moi. Et l'enjeu pourrait finalement être plus du côté des constructeurs que des pilotes si jamais Verstappen était amené à gagner Interlagos. Moi, je vais pas vous le cacher, j'ai hâte qu'on revienne à Interlagos parce que c'est quand même le dernier podium de Fernando Alonso en Formule 1. Rappelez-vous, c'était en 2015, lors des qualifications du Grand Prix du Brésil. Le dernier podium pour Alonso et Button, c'était merveilleux cette affaire, c'était le meilleur moment de McLaren Honda. Rendez-vous et compte. ton pressing, il finit tard à 21h42. Oui, non, mais écoute, j'ai réussi. C'est un service de pressing à domicile, voilà, ça coûte super cher, mais au moins, c'est de la qualité. Regardez-moi ça, elle est nickel, cette casquette. Elle est formidable. Il faut signaler que le même week-end, il avait aussi débuté sa carrière de caméraman. C'était brillant, ça aussi. C'était un bon week-end. Et sa carrière de même aussi, parce qu'il était. C'était ce jour-là qu'il était dans sa chaise et qu'il était. Dans le transat, ouais. Qui était tranquille, là, voilà. C'était. Quel week-end, le Brésil 2015, mesdames et messieurs. Le dimanche, on ne sait pas ce qu'il a fait, par contre. Le samedi, c'était bien, mais le dimanche, aucune. Abandon, je pense. Oh, il y a de grandes. De toute façon, il avait une McLaren Honda en 2015, il y a de grandes chances qu'il ait abandonné. Au hasard, casse-moteur. C'était abandon ou 16e place, de toute façon, ça déjà. Donc... 15e, c'est tu vois, c'est mieux. C'est mieux, 15e. J'étais pas On est de mauvaise foi. Il a fait 17 à 3 transats sur le podium serait marrant, ça. 3 transats sur le podium. Putain, je me rends compte. Il a marqué des points 2 fois en 2015. Mon Dieu, quel enfer cette saison de Formule 1 2015 pour Fernando Alonso. Non, mais ça va être à mon avis encore un joli week-end. Il va falloir. Je pense que la qualif sprint peut peut-être nous réserver des surprises ce coup-là, parce que rappelez-vous de la fin de Grand Prix 2019, c'était chaud à tous les restarts. S'il y a bien un week-end et les qualif sprint peuvent bien fonctionner, je pense bien que c'est à Interlagos, parce que ça dépasse quand même facilement quand même.
Une fois qu'on arrive à choper la speed en bas de la ligne droite de départ arrivée, en général, ça peut bien dépasser au bout. C'est quand même un circuit où on dépasse assez facilement. Donc, s'il y a un Grand Prix où la Cali Sprint peut montrer un peu son potentiel, son niveau d'excitation attendu, c'est bien Interlagos. Voilà, ce qui permettrait effectivement de conforter Ross Brawn et Liberty Media dans leur envie d'en mettre 3 de plus l'année prochaine. J'ai quand même hâte que ce soit pire que Monza et qu'à la fin, Ross Brawn dise, mais vous avez vu ce spectacle? Les voitures qui génial. bondissaient sur les bosses. Oui, je parle pas de ce qui se passait en piste entre les voitures, mais les voitures en elles-mêmes étaient formidables. On va essayer de trouver des trucs complètement loufoques. De toute façon, il y en aura 6 l'an prochain. Donc voilà, ils ont intérêt à nous dire que ce sera formidable. Mais par contre, effectivement, si la course est très bonne à Interlagos, à mon avis, ça pourrait aussi les aider à choisir les 6 Grands Prix pour l'année prochaine. Parce que, comme tout le monde veut une course sprint, il va falloir en choisir 6. Quoi. Ça va pas être. On parie qu'il y aura Bakou quand même. Ah oui, Bakou, il y a de grandes chances. Mais ce serait Bakou et très bien qu'il Jeddah. le fasse au tirage au sort. Je trouve avec Monza, Monaco. Monaco, que des grands prix vraiment. Sochi. Sochi, Melbourne qui sera annulé. Enfin voilà, que des trucs, que des trucs dramatiques comme ça. Ce serait assez fou. Mais bon, on verra évidemment. Ça a quand même le potentiel d'être un Grand Prix très sympathique, ce Grand Prix du Brésil. Et effectivement, première. Allez, balle de break pour Max Verstappen, parce que autant, comme on le disait tout à l'heure, il avait 32 points d'avance après Silverstone, mais quand vous avez 32 points d'avance et qu'il reste 12 Grands Prix, bon, c'est moins impressionnant que quand il en reste 4, voire 3, quand on y sera après ce Grand Prix de Sao Paulo. Quid évidemment aussi des pénalités moteurs, ça c'est aussi intéressant bien sûr, parce que voilà, est-ce que Mercedes va devoir encore en prendre une, est-ce que Red Bull va tenter un coup aussi sur un circuit où ils sont un petit peu meilleurs. Voilà, on verra bien sûr où tout cela va nous mener. De toute façon, maintenant, et dans ces week-ends, on a 8 voitures maintenant qui prennent des pénalités moteurs à chaque Grand Prix, donc on fait un peu ce qu'on peut. Vas-y, Ouais, Manu. c'est ça. Non, pour moi, le gros piège aujourd'hui pour Verstappen sur ce qui reste de la saison, c'est Jeddah, parce que ça va être la course la plus compliquée. Le circuit est récemment fini. Vu la physionomie du circuit, il y aura des crashs, il y en aura beaucoup probablement. Ça risque d'être assez difficile et assez. Alors après, ça peut tomber sur Hamilton aussi, mais ça me paraît être la course la plus piégeuse et celle qui amènera le plus d'opportunités pour des voitures qui sont derrière avec des safety cars, des virtual safety cars, des drapeaux rouges. Et je pense que finalement, c'est la course piège dans laquelle il pourrait prendre un 25-0, pas forcément mérité. Donc à lui de plier l'affaire ou presque avant au Qatar et au Brésil, histoire que justement avoir ce match-là qui ferait qu'il arriverait quand même en tête à Abu Dhabi, où il a gagné l'an dernier, mais faut pas oublier qu'à Abu Dhabi l'an dernier, Mercedes était en économie moteur parce que les moteurs étaient rincés. Hamilton avait le Covid et Bottas était un Bottas de fin de saison, c'est-à-dire beauf. Donc je pense qu'il faut pas non plus attendre de Mercedes qu'il soit aussi mauvais à Abu Dhabi qu'il était l'an dernier. Est-ce que c'est volontaire de ne pas avoir dit bof, mais beauf? Non, et bof. Non, Parce bof. que maintenant, moi, j'ai des images en tête de Valtteri Bottas dans le stand Mercedes qui auraient été très sympathiques à voir. Et j'aurais préféré que Drive to Survive aille voir ça plutôt que machin qui dit Traditions, hein, parce que C'est vrai que je prononce bof et beauf, je pense toujours beauf, mais. j'aurais bien aimé moi, Valtteri Bottas faire les serviettes et tout, là, en mode Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, là, c'est ça. Un petit café. Ça aurait été extraordinaire. Mais Il malheureusement, s'est passé à la bière, là, ça fait pas au café. on n'a pas d'image, malheureusement, de Valtteri qui était complètement torché. On va mettre des trucs terribles, et demain matin, en une de Next Gen, vous allez voir Valtteri Bottas complètement sous lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Incroyable que la FIA ait laissé prendre le départ. Un article Ouais, écrit par Emmanuel Touzeau. attaché prendre le départ, alors. Voilà, un article d'Emmanuel Touzeau qui pourra donc dire que Michael Masi fait vraiment de la merde. Celui-là, j'ai hâte de l'écrire, hein, je me retiens, mais. N'empêche, Ça va arriver. pensez ému à toutes les personnes qui nous ont, je parle en mon nom, mais je pense que je suis pas le seul à avoir pensé ça, qui nous ont cassé les bonbons pendant 15 ans à vous dire mais Whiting, mais tous les vieux de la FIA, mais ils sont déconnectés, mais machin. Quand on voit le jeune qu'on a depuis, excusez-moi, je préférais le public des chiffres et lettres. Hein, c'était, parce que là, quand même, Michael Masi, Ouais. c'est assez affligeant. Mais bon, écoutez, voilà, il fait ce qu'il peut, On on va fera. dire. On fera une émission spéciale sur lui dans l'hiver, on aura bien le temps. Ça n'est que sa 3e saison aux commandes. Donc, vous savez, parce que je suis sûr qu'il y en a encore qui vont dire, vous savez, il a dû commencer parce que Charlie est malheureusement décédé en Australie. Voilà, c'est pas facile. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est là. Maintenant, ça sera peut-être temps de. Puis c'était son adjoint avant, donc il avait quand même déjà une idée de ce que c'est le métier. Hein. Ah, je pense qu'il n'a pas été surpris. Enfin, visiblement. Au moins, En il même court voir temps. les barrières, lui. Comment, Franck? Au moins, il court voir les barrières, lui. C'est vrai que Oui. oui. Il est venu, tac, un petit coup de pied là-bas, ça va, c'est bon, c'était incroyable, Il a comme fait battre. d'habitude. Mais encore une fois,
on parle beaucoup en mal de lui, mais je salue personnellement Michael Masi parce que faut se taper la cour de récréation non-stop dans les oreilles pendant tout le Grand Prix, et ça, c'est très très fort. Et cette année, au moins, on aura découvert un aspect qu'on ne connaissait pas de la fonction de directeur de course. Pour terminer rapidement cette émission, on va vous parler un petit peu de Fred Vasseur, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Franck, Fred Vasseur était invité donc, de Julien Febvreau sur la chaîne Twitch de Canal Plus Sport hier, et il nous a parlé de Kimi Räikkönen. Voilà, parce que pourquoi pas, hein, c'est toujours sympathique de parler de Kimi Räikkönen, on va un petit peu aux nouvelles. Rappelez-vous de ces fameuses déclarations où il nous avait globalement dit qu'on était tous des idiots pour penser que Räikkönen n'était pas investi, que voilà, que c'était un enfer. Et donc là, confirmation. Et là, il nous dit, il est dans sa bulle, c'est parfois dur à vivre pour une équipe. Sans blague. Car généralement, le pilote est le meneur et le catalyseur d'énergie, Kimi à l'inverse, c'est un peu distant avec tout le monde. Incroyable. Bien qu'il ait une aura du diable et un sacré charisme, quelque part, ça peut peser sur l'équipe. Dans une situation comme celle actuelle où on enchaîne 5 courses en 6 semaines, à un moment donné, le petit surcroît d'énergie d'un Lewis Hamilton avec un petit mot sympa, on n'y a pas toujours le droit, mais il faut faire avec, c'est comme ça. Enfin, il est comme ça. Après, il a rassuré, il a aussi dit qu'il a une capacité à gérer des courses compliquées comme au Mexique qui est assez formidable, et que sa compréhension de course est exceptionnelle, parce que je ne veux pas uniquement citer évidemment les propos un peu plus étonnants, mais ça vient quand même continuer et confirmer un peu ce qu'on pense de cette ambiance chez Alfa Romeo, qui est quand même pas au beau fixe depuis quelques courses. C'est compliqué. En fait, je pense que c'est aussi un peu la réponse que Vasseur a dû subir de la part de Kimi Räikkönen face à Jean Alesi qui est difficile juste avant le départ de la course, effectivement, où Räikkönen a clairement dit qu'il en avait marre, qu'il avait hâte que ça se termine. Il n'est pas en train de pleurer comme Jean Alesi à l'approche de la fin de sa carrière, mais au contraire, il est très content de pouvoir partir en vacances et d'en finir avec ce calvaire, entre guillemets, chez Alfa Romeo. Alors bon, c'est justement avant la course où il marque 4 points, donc une course plutôt satisfaisante, donc c'est vrai que ça tombe de manière un peu bizarre, mais voilà, c'est là où on voit encore l'aspect politique de la Formule 1, c'est qu'on défend bec et ongle un pilote, son attitude, tout ça pendant 2 ans ou 3 ans, et puis quand la relation se termine, les paroles commencent à se délier, autant du côté de Kimi, qui en a marre, qui veut vraiment arrêter, parce que je pense que ça le saoule de finir à 10, 11, 12, 13, 14, de temps en temps marquer un point ou deux, et que Vasseur, il se dit, Kimi, c'est vrai que... Ouais. Alors qu'on les voit toujours un petit peu, entre guillemets, rigoler de temps en temps, sur certaines phases. En fait, non, c'est vraiment une phase. Je pense que Kimi, il vient, il tourne le volant, il repart, quoi. C'est un peu ça qui se passe. Encore plus, là, depuis que je pense qu'il a été... je sais pas s'il a vraiment été écarté du volant Alfa Romeo par Valtteri Bottas ou c'est vraiment sa décision de partir, mais je pense vraiment qu'il a plutôt été écarté. Je pense que s'il avait pu rester en Formule 1, il aurait peut-être tenté au moins quelque chose. Mais maintenant, si c'est pour effectivement ne même pas supporter l'équipe, donner un petit mot de temps en temps, je comprends aussi que chez Alpha, on commence aussi à en avoir marre un petit peu de cette attitude-là. Je pense que de toute façon, tout le monde s'est rendu compte cette année que Kimi, il n'avait plus la motivation du Kimi des dernières années chez Alfa Romeo et encore moins chez Ferrari. Et au moment où il se retrouve leader de l'équipe, où effectivement, il aurait pu catalyser les énergies autour de lui, reprendre un peu ce rôle, un peu de champion du monde, un pilote qui peut s'investir, qui peut mener une équipe, la faire progresser. Moi, je ne parle pas de la faire gagner ou même de signer des podiums. Il n'a même pas eu ce rôle-là, en fait. En gros, il a pris ce qu'on lui donnait, il faisait avec, et puis voilà, quoi. C'est vrai qu'il a régressé, enfin, ils ont régressé un peu chez Alpha, quoi, ces 3 dernières saisons. C'est un peu le problème, effectivement, et ça peut du coup comprendre qu'il en a absolument plein les fesses, qu'il va demander un compte pénibilité à la fin de sa carrière, parce qu'il aura trouvé ça invivable. Ouais, donc quand même Frédéric Vasseur en vienne à dire ce genre de choses, c'est que vraiment, je pense que l'ambiance doit vraiment pas être au beau fixe chez Alpha. On a presque pu la voir se dégrader. Vas-y, Paul. Pardon, j'allais dire que j'étais d'accord avec Franck. On a l'impression maintenant, il est là, c'est la Formule 1 un plaisir, quoi. Räikkönen maintenant, d'une certaine manière, il n'a plus rien à prouver, sa carrière elle est faite. Il savait en revenant chez Sauber de toute façon que ce serait pour jouer dans la deuxième moitié de la grille. Je faisais partie des sceptiques, moi, quand il a quitté Ferrari pour revenir chez Sauber, parce que j'estime à l'époque que pour revenir dans une écurie du milieu de grille, il faut une motivation intacte et avoir une fin de jeune pilote. J'ai moins de doutes par exemple par rapport à Alonso qui a encore cette envie de prouver. Räikkönen, j'étais moins convaincu qu'il en avait vraiment quelque chose à faire, en fait. Lui, je pense que c'est un athlète qui aime piloter les meilleures voitures du monde et comme tu l'as dit, Franck, je pense qu'il a plus cet aspect motivation sur le côté j'ai envie d'aider l'équipe à progresser. Non, il est là pour se faire plaisir.
Je pense qu'il fait la saison un peu trop. Alors, pas sur le plan performance, parce qu'il est encore très bon, il pilote encore très bien, il n'y a rien à dire. Globalement, il a souffert face à Giovinazzi en qualification, mais en course, on voit qu'il est encore capable de tirer le meilleur. Mais c'est vrai que sur le plan implication, on peut regretter cette espèce d'image qui s'est un peu dégradée malheureusement cette année. En plus, dans une saison qui se passe mal à tous les points de vue, sportif, au niveau développement, Kimi, justement, il aurait pu avoir ce rôle de leader charismatique, en effet, et on a l'impression que, pas qu'il s'en fiche, mais pas loin quand même, quoi. Il est juste là pour piloter, se faire plaisir, et puis le reste, ça lui passe un peu au-dessus, malheureusement. En tout cas, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, c'est vrai. Après, ça va à l'inverse. On rappelle que Fred Vasseur avait toujours dit qu'il a une implication à l'usine. Enfin voilà, il avait quand même aussi pris à la base sa défense et il avait essayé de remettre en place un peu le Kimi. Parce que c'est vrai que on rappelle globalement, si Kimi Räikkönen s'impliquait au niveau où les gens pensent qu'il s'implique, je sais pas comment il a pu faire plus de 3 saisons en F1. Parce que c'était quand même globalement le branleur de première. Il est devenu champion du monde. Donc bon, il y a quand même un minimum d'implication, mais voilà, peut-être que ça ne marche plus aujourd'hui, Manu. Ce qui est marrant, c'est que c'est les défenses de Vasseur avec tout le storytelling autour de Raikkonen qui était à fond dans le simulateur et tout ça, c'était très récent en fait. Ça remonte à l'été et à la rentrée. Ouais. Et on voit finalement que la situation s'est très vite dégradée, alors que pourtant, on ressent quand même une dégradation de la situation chez Alfa Romeo depuis 2019. Giovinazzi est toujours gardé un petit peu comme ça parce que finalement il n'y a pas beaucoup mieux sur le marché et puis c'est un Italien, Ferrari voulait le placer. Raikkonen, on sent quand même déjà chez Ferrari, c'était plus le même qu'il a eu été avant et il y a eu un petit peu de vent, un petit vent frais qui est arrivé en 2019 quand il est arrivé chez Sauber, mais ça a quand même, de mon côté, j'ai trouvé que ça s'est vite tassé. Et puis bon, après, il donnait l'impression de bien aimer. Il aime piloter, je pense que ça c'est clair. Il aimait bien un peu tout le côté relations publiques avec Giovinazzi parce qu'ils s'entendent bien. Mais voilà, ça restait quand même pas. J'ai pas eu l'impression que. J'ai eu l'impression que le storytelling justement autour du simulateur et tout ça, c'était un peu forcé, même si Raikkonen a dû un petit peu aider l'équipe à préparer la voiture de l'an prochain. Je suis pas convaincu. Avec zéro développement sur la voiture de cette année, qu'il ait fait beaucoup de simulateurs et qu'il y a eu à ce point-là cette espèce de relation aussi idyllique qu'on nous a vendu en milieu de saison. Et je crois que, à mon avis, le verre est dans le fruit depuis un moment. Et je pense que là, on a juste l'espèce de débordement public où maintenant, ils vont se mettre des scuds jusqu'à la fin de la saison parce que de toute façon, il n'y a plus personne. Enfin, on dirait que Vasseur a du mal avec ses deux pilotes, les deux pilotes ont du mal avec l'équipe, donc je crois qu'il va plus y avoir. Je pense que les 4 dernières courses, il n'y aura pas une belle entente, quoi. On a hâte de voir comment ça va se terminer, puis surtout on a hâte de voir le renouveau un peu chez Alpha l'an prochain avec Valtteri Bottas et point d'interrogation. Vous ne savez toujours pas qui sera l'équipe de Valtteri Bottas. Tant vous dire, vous commencez à connaître cette émission, à connaître ses participants. Et ben, si c'est quoi Yuzu, vous allez avoir quelqu'un de ravi. Ça va être super. Bottas-Zou, moi ça va me motiver ce duo. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que Faites ça au village, hein. Ah, putain. J'avoue que je suis un peu sceptique. Après, je pense vraiment que Zou sera la solution de remplacement sur un an pour faire le plein d'argent et puis avoir un pilote jeune qui fait que de toute façon, ce sera un renouvellement de l'équipe. Mais s'affranchir de la volonté de Ferrari de placer un pilote pour dire oui, on veut nous-mêmes avoir les deux pilotes décidés et tout ça, et puis finalement prendre un pilote qui amène des millions et j'imagine que c'est avec des conditions en partie venant d'Alpine, c'est vrai que ça me laisse un peu sceptique tout ça. Bah, J'imagine que c'est vraiment une solution de remplacement. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire non, mais c'est nous qui avons choisi ces millions. On en avait discuté pendant l'été, effectivement, du soutien de Ferrari, mais finalement, quand on voit comment ça va se finir en autre boudin aussi avec Giovinazzi, finalement, sceptique ou pas, ils n'ont plus tellement le choix en fait. C'est que s'ils se passent de Giovinazzi parce que ça va plus bien, il faudra plus attendre sur le moindre soutien de Ferrari pour Sauber. Ce qui veut dire donc du coup continuer à payer simplement les moteurs, voilà, comme ça, et effectivement, du coup, prendre l'argent de Zou. Il n'y a pas d'autre choix. Donc ça veut donc dire que Sauber va s'affranchir au fur et à mesure de Ferrari et peut-être d'Alfa Romeo, on ne sait pas. Et peut-être signer avec un autre motoriste. Voilà, il y a des rapprochements avec Alpine qui avaient été suggérés. Peut-être qu'effectivement, on est en train de prendre cette voie-là, quoi. Et je peux très bien imaginer un petit duo Pourchaire Piastri à l'occasion d'ici 2-3 ans. Voilà, si Bottas ne fait pas le job. On verra effectivement ce qui se passera. C'est vrai que j'ai lu tout à l'heure dans le chat d'ailleurs un RIP la carrière de Pourchaire.
Non. Je trouve pas ça mauvais qu'on le garde au Il chaud. a Enfin, 18 ans, ça va. Hein. j'arrive toujours pas à comprendre vraiment comment on a pu croire qu'il allait arriver en F1 au prochain. Non, puis Vasseur en a parlé aussi sur Twitch. Ouais, justement, a il dit en parle, oui, il en a qu'effectivement, parlé. Et il dit qu'il va lui voilà, faire un bon programme. un programme d'essai, voilà, un vrai programme d'essai en F1 l'année prochaine. Donc ça veut dire que pour monter ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Donc ça veut aussi un petit peu tout dire sur qui va être le titulaire du deuxième baquet. Donc je pense qu'on va tous mettre une grosse pièce sur Guan Yu Zhou pour 2022. Mais voilà, le Chinois, le Chinois, il arrivera aussi avec cette idée dans la tête que voilà, il y a déjà une épée de Damoclès qui est sur sa tête avant même qu'il ait fait un premier tour de roue chez Alfa Romeo. Donc, je trouve pas ça aussi très très classe envers quelques pilotes que ce soit Zhou, Mazepin, n'importe qui. Voilà, tout pilote qui arrive à ce niveau-là mérite considération. Zhou n'est pas en plus un pilote très mauvais. Voilà, c'est pas non plus un pilote exceptionnel, mais c'est pas un pilote très mauvais non plus. Voilà, mais savoir qu'on est là pour rapporter 30 millions et puis se faire remplacer à la première occasion venue, ça ne doit pas être non plus facile moralement et mentalement. Ouais, ça va essayer de compliqué effectivement pour Guan Yu Zhou. Maintenant pas l'an prochain, mais les autres années, oui, non, mais je pense quand même que Théo Pourchaire, encore une fois, c'est comme toujours, si c'est vraiment le plus grand des cracks, comme on essaie de nous le dire depuis quelques temps, et comme il le montre aussi un petit peu, parce qu'il fait une belle saison en F2, il a fait une très belle saison en F3, il aura une équipe qui viendra toquer à sa porte, il n'y a pas de souci, faut pas... Et puis de toute façon, Fred Vasseur a l'air tellement attaché à ce jeune garçon. Je pense que Fred Vasseur aussi, il a eu ce rôle pendant des années de couver les futurs champions et de les voir partir ensuite prendre leur envol, et c'était très bien. Là, il a l'occasion d'en couver un et de le garder. Et peut-être de lui faire gravir les échelons, et peut-être, qui sait, de l'emmener lui-même au titre mondial. Je ne vous dis pas que Sauber va jouer le titre dans les 2 prochaines années, mais qui sait, ça peut être peut-être le cas un jour. Ce serait quand même formidable, je pense, pour lui. Faut pas non plus oublier que Vasseur, c'est un pragmatique. Je sais qu'il est très attaché à Pourchaire, il veut en faire un pilote de F1 de qualité, etc. Mais pour l'instant, je pense aussi que Vasseur voit que Pourchaire est jeune, il manque d'expérience, qu'il a moins d'expérience que certains autres pilotes de F2, et concrètement que c'est pas non plus, il n'a pas fait une arrivée en F2 comme on pu faire des Leclerc ou des Russell auparavant, et je pense qu'il sent qu'il manque encore quelque chose. Il joue pas le top 3, enfin il joue peut-être le top 3, mais pas mieux en F2 cette année. C'est bien, c'est une très belle première saison, il n'y a aucun problème. En plus, il a été blessé, le format n'était pas facile, etc. Il y a plein de points qui font que oui, c'était une bonne saison. Mais par exemple, Piastri, qui était rookie aussi, fait une meilleure saison. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Pour moi, Pourchaire a un excellent potentiel. Tant mieux qu'il ne soit pas champion de F2 cette année, ça lui offre la possibilité d'en faire une saison, ce que n'aura pas Piastri s'il est champion. Et au moins, il va pouvoir comme ça se faire un peu la main et justement pas arriver trop tôt en F1. On a vu que les pilotes qui arrivent à 17-18 ans en F1, à 18 ans maintenant, ont un début de carrière difficile. Même Verstappen, il a fallu 3 bonnes saisons pour être vraiment affranchi de ses erreurs et de ses difficultés et de ses fautes de jeunesse. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour Pourchaire, justement, qu'il ait ce matelas de tranquillité. Il aura une saison de F2 à faire, avec la possibilité d'avoir un format qui sera bien meilleur, puisqu'on reviendra sur un format à l'ancienne avec plus de meetings et 2 courses par meeting. Et il aura la possibilité, justement, d'avoir un programme F1 au parallèle et d'avoir toujours l'absolu soutien de Vasseur. Donc, en fait, pour la confiance et pour l'expérience, c'est un scénario qui est bien meilleur que de le balancer en F1 avec juste l'espoir qu'il fasse quelque chose de bien et que sinon, il soit remplacé. Tout à fait d'accord avec toi, Manu. En plus, la Formule 2, l'année prochaine, quand il y aura plus de meetings, sur plus de circuits différents, ça fait d'autant plus de week-ends à travailler, de réglages à trouver, de travailler avec les ingénieurs et tout ça. Donc, ce sera beaucoup plus formateur, effectivement, que de faire ces week-ends extrêmement... Bon, c'est un peu le Covid qui a voulu ça aussi, hein, sur cette année-là. Donc, faire 3 courses par week-end, parce qu'il faut les enchaîner, il faut faire le nombre à peu près significatif d'épreuves pour déclarer un champion. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'une deuxième saison solide de Pourchaire l'amènera peut-être à une meilleure considération pour une place en F1 que de lancer comme ça dans le grand bain sans savoir... sinon, je pense qu'il serait fait manger tout cru par Valtteri Bottas, même si c'est tout ce qu'on pense de Valtteri Bottas aujourd'hui. Voilà, mais ça ne reste quand même qu'un très très bon pilote sur un tour, en tout cas. C'est une référence. Donc ça veut dire qu'en qualification, s'il se faisait mettre, voilà, 5 dixièmes ou 6 dixièmes, il n'aurait pas fallu être étonné non plus. Voilà, donc laissons mûrir Théo. Si Fred Vasseur, il y a un plan pour lui, comme il semble le suggérer, donc voilà, effectivement, de formation à continuer en F2 plus programme des CF1 à côté, je pense que les opportunités lui sourieront à un moment ou à un autre. Et On lui souhaite, évidemment.
Merci Manu. Je voulais juste rajouter, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on voit Schwartzman, il a fait une très bonne première saison et une moins bonne deuxième. Et bah, peut-être qu'en fait, c'est des pilotes qui sont pas faits pour la F1. C'est-à-dire que si ils n'arrivent pas à garder 2 saisons de suite le niveau en Formule 2, dans la meilleure équipe, en l'occurrence dans le cas de Schwartzman, bah, peut-être tout simplement qu'effectivement, il y a un peu d'inconstance, il y a un peu, ça montre des faiblesses qui sont là. Et peut-être que l'an dernier, il était flatté par un plateau qui était un peu plus faible globalement. Cette année, c'est pas le cas. Et voilà. Et en fait, ça montre que bah, ce pilote-là, si on l'envoie en F1 dans l'état actuel de sa carrière, et ben peut-être qu'il fera une bonne première saison, puis il s'effondrera, ou peut-être qu'il ratera sa première saison. Donc, c'est pas si Pourchaire rate sa deuxième saison complètement en F2, ce que je ne souhaite pas et ce que je pense pas qu'il arrivera, ça voudrait peut-être dire que justement la F1 c'est pas pour lui, et dans ces cas-là, voir ce qu'il peut faire ailleurs. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas, on va pas lui gâcher une opportunité d'arriver en F1. Je pense qu'on aurait plutôt gâché une opportunité d'arriver dans de bonnes conditions en l'envoyant maintenant. On verra en tout cas ce qui se passera effectivement pour l'avenir, pour Théo Pourchaire, pour Guan Yu Zhou, pour Oscar Piastri, pour Nico Hülkenberg. On le verra peut-être pas dans cette émission, mais on le verra aussi, ce qui se passera pour lui. Bien évidemment, on le salue s'il nous écoute. Puis, il n'y a plus que ça à faire de toute façon maintenant, le pauvre. Mais on va bien voir ce que ça va donner. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de Grand Prix. On espère qu'elle vous a plu. Hein, nous, on s'est en tout cas régalé à vous la faire. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Que je regarde... lundi ou mardi, je ne sais même plus. On vous dira très rapidement. Mardi. Chers amis, on vous dira rapidement quand est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour Grand Prix. Là, on se retrouve lundi. On se retrouvera lundi parce que mardi, je ne suis pas là. Donc, on se retrouvera lundi, les amis. 20h30 toujours, mais on parlera du Grand Prix de Sao Paulo. Donc, ça, rassurez-vous, on gardera évidemment toujours le même programme. On parlera de ce Grand Prix de Sao Paulo. On vous parlera déjà du Grand Prix du Qatar, le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1 qui aura lieu là, non pas ce week-end, mais le week-end qui suit. Merci Manu, merci Franck, merci Paul. Pour votre Merci à tous. expertise Merci à tout le monde. et vos avis éclairés comme toujours. Merci au chat, vous avez été formidable comme d'habitude. On se retrouve très vite. On se retrouve aussi jeudi pour le Racing Café, bien sûr. Et là, les choses ce week-end, l'émission devrait faire environ 4h, 4h12 à peu près. On part sur de bonnes bases. À la prochaine, ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Salut.